Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch, sur Next Gen Auto et sur ce micro que je vais un petit peu baisser. C'est Grand Prix, comme tous les lundis soirs, bien évidemment, votre talk 100% F1. Il y aura des choses à dire, hein, pour être tout à fait honnête, il y aura des petites choses à dire très clairement sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne que nous avons vécu hier entre 16h et 23h30 à peu près, en tout cas c'est à quoi on a cru. Bien sûr, à mes côtés comme d'habitude, évidemment, on retrouve l'ami Manu, comment ça va ? Salut à toi, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Effectivement, il y a beaucoup à dire. On pensait qu'on allait essentiellement parler de comment s'étaient déroulées les qualifications sprint. Et puis finalement, on a eu quelques petits rebondissements hier qui font qu'on aura un petit peu plus de sujets à aborder. Donc, c'est pas plus mal. Bah oui, on aime bien évidemment vous avoir des choses à vous dire pendant, allez, encore une fois, une petite heure et demie. Bien sûr, les amis là-dessus. Et puis un petit nouveau et qu'on accueille avec grand plaisir dans l'équipe de Grand Prix. Vous le connaissez évidemment si vous êtes des fidèles de Next Gen Auto. C'est Alexandre, comment ça va ? Ça va bien. Je suis ravi de participer. J'ai hâte de parler du fameux accrochage entre Raikkonen et Perez. Exactement, et c'est totalement par ça qu'on va débuter, hein, pendant environ 52-54 minutes. L'accrochage Sergio Perez qui vient Raikkonen, est-il fini? Bien sûr, non. Évidemment, il semblerait, de ce que j'ai lu, parce que voilà, je n'ai évidemment pas regardé le Grand Prix, moi j'avais autre chose à faire, hein, dimanche après-midi, donc on m'a dit simplement, il s'est passé quelque chose au début, regarde le début, ça peut être intéressant. Lewis Hamilton et Max Verstappen, évidemment, qui se sont accrochés. Enfin, ça serait-on quasiment tenté de dire, parce que ça leur pendait au nez, hein, très clairement, aux deux leaders du championnat, donc qui se sont accrochés violemment dans le premier tour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, expédiant Max Verstappen, premièrement dans une barrière de pneus surtout, et puis deuxièmement à l'hôpital, mais heureusement tout va bien, on a eu des nouvelles de Max Verstappen, voilà, il est rentré déjà chez lui à Monaco, il va globalement bien. Il a un petit peu mal partout, hein, il a encore un peu, mais c'est normal, hein, il s'est quand même pris un choc de 51 G, donc autant vous dire que, bien entendu, il l'a senti passer, mais ça a l'air d'aller pour Verstappen, et je pense du coup que pour le Grand Prix de Hongrie, ça devrait aller, ce qui est évidemment le principal, on n'aimerait pas que la lutte pour le titre soit biaisée comme cela, avec un pilote absent pour une raison ou pour une autre. Et puis après, justement, cet accrochage, on parlera également des qualifications sprint, justement, comme tu l'évoquais, Manu, puisque c'était la nouveauté de ce week-end, un tout nouveau format avec les qualifications le vendredi, les qualifications sprint, qui était donc une course de 17 tours le samedi, et puis le Grand Prix de Grande-Bretagne, donc, qui avait lieu ce dimanche, qui était, ma foi, fort animé au début, puis ensuite, voilà, ça s'est mis en place. Lewis Hamilton a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour l'accrochage du début de course. On vous demandera évidemment si vous étiez en accord avec cette pénalité ou non. Et puis, malgré cette pénalité, il est quand même parvenu à remonter et à dépasser Charles Leclerc à 3 tours du but pour s'imposer pour la 8e fois à Silverstone. Donc autant vous dire que Sir Lewis, il est quand même assez maître en son pays et prophète en son pays. Hein. Lewis Hamilton, 8e victoire pour lui donc au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone devant Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Tiens, Alex, justement, voilà, nouveau venu dans ce Grand Prix. Eh bien, je vais te donner la parole en premier pour nous parler justement un petit peu de cet accrochage entre Max Verstappen, Lewis Hamilton. Voilà, plus sur du incident de course, une faute pour l'un des deux. Qu'est-ce que tu en fais de cet incident ? D'abord, on peut être soulagé parce que 51 G, c'est à peine 2 G de moins que Romain Grosjean à Bahreïn. Alors, il y a le feu en moins, mais il y avait une violence de choc qui était énorme. Donc, je pense qu'on peut déjà se satisfaire de cette bonne nouvelle qu'il faut jamais prendre pour acquise. Ensuite, de prime abord, c'est difficile de se faire une religion parce que c'est vraiment parfois de religion dont il s'agit, parce qu'on a vu noter les fanatiques d'un côté comme de l'autre. Donc c'est souvent pas évident de donner un avis, surtout sur un incident où il n'y a pas d'erreur absolument flagrante d'un côté ou de l'autre, et c'est d'autant plus propice aux accrochages hors piste après l'accrochage en piste. Donc c'est difficile de faire une religion, et moi je serais plutôt sans religion, donc plutôt un incident de course, même si je pense que Hamilton est peut-être un peu plus à blâmer parce qu'il était devant, parce qu'il n'était pas tout à fait au point de corde, hein, c'est ce que souligne le communiqué de la FIA des commissaires, mais le communiqué souligne aussi que Hamilton n'est pas à 100% en faute, hein, il est de manière, selon l'expression habituelle, principalement en faute, de manière prédominante. C'est vrai aussi que Verstappen tasse un peu Hamilton, c'est vrai qu'il est un petit peu trop agressif, hein, selon Hamilton, ou un petit peu trop présomptueux. Ça m'a presque un peu rappelé le Weber-Vettel de 2013, où Vettel va vraiment tout près du mur, rasant le mur
près du côté droit pour dépasser. Donc, à la limite, ça serait 55 la faute d'Hamilton et 45 Verstappen. Mais pour moi, c'était plutôt un incident de course et ce qu'ont d'ailleurs souligné la plupart des pilotes. Hein. Alors, Bottas, on s'y attendait, mais aussi Alonso, je crois, Leclerc. Donc, on est plutôt dans cet ordre-là. C'est paradoxal avec une sanction qui est quand même relativement sévère pour un incident de ce genre, avec 10 secondes. Alors, aujourd'hui, la FIA a juré par la voix de Michael Masi que ce n'était pas du tout lié aux conséquences, mais on peut quand même se demander, parce que c'est le leader du championnat qui a été envoyé dans le décor, avec 51 G, avec des grosses conséquences évidemment comptables, du leader de la course. Est-ce que la sanction aurait été la même si ça avait été un crash en bas de tableau entre une Williams et une Haas? C'est ce qu'on peut se demander. Donc, je pense que ce crash n'était pas une fatalité, mais c'était une probabilité. Ça participe à la Netflixisation, si on peut dire, de cette saison. Maintenant, il faut voir les suites, si on va assister à une escalade absolument impossible et finalement un Valtteri Bottas champion du monde ou si ça va se calmer au bout d'un moment. Donc, pour moi, c'est un petit incident, mais qui fait logiquement beaucoup de bruit. Pauvre Bottas qui n'est même pas le mieux placé pour l'instant, bien sûr, parce que c'est Lando Norris qui est 3e du championnat actuellement. Virocan nous le demande, il a eu des points sur sa licence, Lewis Hamilton, 2 points, oui, 2 sur sa licence. Bon, c'était quelques mois qu'il était en danger, on va dire. C'était, je crois, même fin dernière, s'il se prenait un incident, il pouvait rater le Grand Prix qui suivait. Bon, là, normalement, ça devrait aller pour le septuple championnat. Normalement, ça devrait être plutôt pas mal. C'est vrai que ça a aussi fait parler, bien sûr, des points de super licence. Ça me semble quand même logique, vu les 10 secondes qu'il a reçues en course, en fait. Vu la première sanction, la deuxième, Manu, semble quand même assez logique derrière. Bah, c'est ça, ouais. Sur un incident comme ça, forcément, s'il y a une sanction sportive, derrière, ils sont un peu obligés de sanctionner sur la licence. Après, moi, je rebondis sur ce que dit Alex. Je pense effectivement que... ils ont pas qualifié ça comme incident de course parce que c'était un incident violent. Je reste persuadé qu'ils ont un peu jugé les conséquences. Et je pense qu'ils ont même été un peu coincés par le fait que la veille, en fait, ils avaient sanctionné Russell pour un incident qui n'était pas dans un virage de la même philosophie, mais qui était le même. C'est-à-dire Russell rate un peu son entrée, élargit. Sainz lui tourne littéralement autour parce qu'il arrive avec une grosse vitesse à l'extérieur. Et en fait, il harponne Sainz. Et ils ont mis 5 secondes. Et là, pour un incident qui est un peu similaire, finalement, où le pilote à l'intérieur est aussi coupable d'avoir élargi sa trajectoire, ils mettent 10 secondes. Donc je pense que, quoi qu'ils en disent, parce que ça fait des mois et des mois qu'ils nous répètent que non, on ne juge pas les conséquences, on juge que les causes, mais quoi qu'ils en disent, les conséquences sont aussi jugées. Comme tu dis, Alex, je pense que si c'était des pilotes de milieu de plateau ou de fond de grille, ils n'auraient pas mis forcément 10 secondes. Et je pense effectivement que là, il y a eu un peu j'ai beaucoup de pression de la part des teams aussi. On a vu que Horner... et puis les directeurs sportifs se sont jetés sur la radio pour dire attention, il faut pénaliser ou attention, il ne faut pas pénaliser. Donc je pense que c'est un peu ce qu'a fait le truc aussi. On a vu Michael Masi qui avait l'air un peu gavé d'avoir un appel d'Horner dès le départ directement, où Horner lui dit même pas bonjour en arrivant à la radio. Et je pense effectivement que ça a joué dans le truc. Après, s'il faut déterminer un coupable, évidemment, je dirais quand même Hamilton, puisque c'est toujours celui qui est derrière. On voit qu'il freine parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas le virage comme il le voudrait, il n'est pas au point de corde, et du coup il relâche. Il relâche un peu trop tôt, malheureusement, et Verstappen coupe un peu la trajectoire, parce que Verstappen, en fait, revient de l'avoir tassé, repart à l'extérieur et replonge dans le virage. Donc il a une trajectoire hyper tendue. Et voilà, après, personnellement, encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que ça se joue à des centièmes de seconde près, c'est des réactions et des actions qui font... en split second, comme on dit, c'est vraiment ils ont plusieurs actions et réactions à faire sur chaque seconde, et on peut saluer le fait que depuis le début de saison ils ne sont pas accrochés, souvent parce qu'Hamilton a lâché. Ils ne sont pas accrochés non plus dans tout le premier tour jusque là, mine de rien ils ont passé 8 virages quasiment côte à côte, à se mettre des coups de roue mais à ne pas se toucher, ce qui est quand même très fort. C'était une belle bataille, on aurait aimé que ça dure plus longtemps. Maintenant, de toute façon, depuis 10 courses on savait que ça allait arriver. Il y avait forcément un moment où ça ne pouvait pas tenir 23 courses sans accrochage entre les deux. La bonne nouvelle, c'est que s'ils se sont accrochés, c'est parce qu'ils étaient au même niveau tous les deux, donc normalement ça devrait continuer pour les prochaines courses. On le souhaite évidemment. Faut dire que les circonstances tout autour étaient incroyables. 140 000 spectateurs en Angleterre, sur le royaume de Lewis Hamilton. Enfin, c'était vraiment une ambiance folle. Oui, Manu. D'ailleurs, je pense aussi qu'ils ont eu peur d'être taxés de favoritisme s'ils ne mettaient pas de pénalité à Hamilton. Je pense qu'en fait, ils se sont dit, il est un peu plus en tort. C'est peut-être, comme tu dis, Alex, du 55-45,
Mais du coup, s'il faut quand même. Enfin, maintenant, le problème aussi, c'est qu'on détermine très souvent des coupables depuis qu'ils ont enlevé le Let Them Race, ils veulent plus d'incidents, trop d'incidents au premier tour. Ils sont obligés de décerner de déterminer des coupables. Et malheureusement, quand on détermine un coupable, il faut le punir. Et là, ils se sont dit que s'ils le faisaient pas, alors qu'on l'a fait en Autriche notamment, et on l'avait fait la veille, ça allait forcément jaser, quoi. Je suis assez d'accord. On peut se demander même si c'est pas, ça c'est l'aspect politique que tu pointes. Il n'y a pas qu'un aspect de la constance réglementaire, il y a aussi l'aspect politique et de la gestion derrière, parce que évidemment, s'il n'y a aucune pénalité, Christian Horner et Helmut Marko, on en reparlera, je pense, mais déjà qu'ils sont furax avec 10 secondes de pénalité, on n'imagine pas si ça n'avait pas de pénalité. Donc il y a peut-être un côté politique, et même dans mon esprit rotor, je me dis même qu'ils ont calculé que même avec une pénalité de 10 secondes, Hamilton réussirait à l'emporter, donc tout le monde serait content. D'un côté, Mercedes aurait quand même gagné, de l'autre, Red Bull pourrait dire qu'il n'y avait pas de sanction et même plus que 5 secondes de sanction. Donc il y avait aussi tout un aspect, alors sans entrer dans la salle des commissaires comme l'a fait Christian Horner, il y avait quand même un aspect aussi politique à gérer, parce que qu'on le veuille ou non, le fait de vouloir considérer l'incident et que l'incident dans un vase clos, à mon avis, c'est impossible. Ce sont tous des êtres humains et les décisions objectives par nature n'existent pas. Ils sont tous dans un environnement, ils sont venus sur le circuit en croisant tous les fans. Donc l'aspect purement sportif, je n'y crois pas de ces décisions, même si c'est purement involontaire de la part des commissaires. Mylène nous le dit dans le chat et elle a très bien résumé, je trouve, le côté Red Bull hier. Helmut Marko est prêt à mettre Lewis Hamilton en prison. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la FIA ne prononçait pas le bannissement immédiat et définitif de Lewis Hamilton de la Formule 1, ça allait pas être assez. Donc c'est, comme vous le dites, un jeu politique. On l'a entendu hier avec les radios où, évidemment, je pense que le pauvre Michael Maizy, il a vu le contact, il aurait dû se mettre en ne pas déranger. Il aurait dû se mettre sur répondeur directement parce qu'il savait que ça allait être terrible. Et ça m'a beaucoup fait rire quand il a dit à Wolf, mais je ne lis pas mes mails pendant les courses, parce que Wolf lui a envoyé un mail probablement avec un dessin ou quelque chose comme ça. Je trouvais ça particulièrement drôle quand même de l'imaginer en train de taper un email super énervé avec un diagramme qu'il venait de faire à la main ou un truc comme ça. Et j'imagine que Wolf, à l'usine Mercedes, à chaque fois qu'il envoie un mail, il appelle derrière la personne. Je t'ai envoyé un mail. Il est ce genre de personne. Donc. Le genre de gars insupportable qui est là, toi t'es en vacances au bas. Je t'ai envoyé un mail. Oui, je lirai à mon rentrée, c'est bon. Laisse-moi faire. Mais le pire, non, comme c'est Toto Wolff, je pense qu'il est allé commanditer quelqu'un en lui disant fais un diagramme, fais quelque chose, tu mets les voitures. Il a rempli un espèce de constat à l'amiable là en disant la voiture venait de la droite, l'autre elle s'est rabattue, c'était un peu le bazar. Je suis d'accord avec vous sur le fait quand même que Lewis Hamilton pour moi est un peu plus en tort. Il y a ce côté, alors bon, déjà premièrement j'ai envie de parler rapidement des réseaux sociaux, mais pour dénoncer comme tout le monde tout ce qui a été évidemment insulte raciste, mais ça, bon, malheureusement des fois les réseaux sociaux c'est le bas du panier, donc forcément dans le bas du panier vous avez tout ce qui est terrible, donc bien sûr que dès que Lewis Hamilton est impliqué dans quoi que ce soit, les insultes racistes fusent. On ne peut que le déplorer et dire que vraiment, voilà, ces gens n'ont pas grand-chose à faire en tant que fans de Formule 1. Mais beaucoup ont aussi prôné le côté, oui, mais Lewis Hamilton était au même niveau, voire un peu devant Verstappen à un moment. Je trouve que c'est un peu facile de dire ce genre de choses, parce que sinon, dans ce cas-là, moi, je suis 15 mètres derrière un pilote, je vais plonger sans freiner au virage qui suit, je vais le percuter, je vais dire, j'étais à côté quand même au moment où on se touche, j'étais là, donc c'est un peu trop facile, c'est-à-dire que oui, il se retrouve à côté, mais il faut aussi prendre en compte le virage qui vient. Attention, je ne dis pas comme Red Bull, non, on ne dépasse pas un COPS. À un moment donné, c'est un circuit automobile, hein, donc voilà, tu peux passer où tu veux tant que c'est entre les lignes blanches, pour moi il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, il faut aussi pouvoir prendre en compte le fait que c'est le premier tour du Grand Prix, c'est un virage super rapide où il n'est pas sur la bonne trajectoire, c'est quand même Verstappen qui a l'avantage à l'extérieur. Je trouve qu'Hamilton aurait peut-être dû faire preuve d'un peu plus de discernement là-dessus. D'autant qu'au niveau de Verstappen, il y est pendant littéralement une demi-seconde. Après, en fait, quand il est au niveau de Verstappen, il se rend compte qu'il ne prendra pas le virage de toute façon et que si il garde cette vitesse-là, il est out à la fin du virage. Il sait que Verstappen est sur le côté, donc il freine en fait. Et il freine un peu tard. Verstappen plonge un peu tôt, parce que Verstappen, encore une fois, tend vraiment la trajectoire pour le coup. Et je pense que tous les deux ont cru que ça allait passer parce qu'ils se font confiance. À mon avis, ils se font confiance. Ils ont quand même déjà plusieurs fois, ils se sont battus en piste plusieurs fois. Ils savent qu'ils sont pas, c'est pas des pilotes sales entre deux. Alors c'est rude, mais en même temps c'est de la F1. Au bout d'un moment, c'est les deux meilleurs pilotes du monde actuellement. C'est normal que ce soit un peu rude et que ce soit qu'ils se fassent pas de cadeaux. Par contre, voilà, ils ont confiance l'un à l'autre.
Là, ils ont été tous les deux un peu trop loin. Hamilton un peu plus peut-être, parce qu'effectivement, il aurait peut-être dû lâcher avant, il n'était pas du tout sur la bonne trajectoire. Je pense qu'il a été un peu énervé de ne pas être sur la bonne trajectoire, parce que c'est Verstappen qui l'avait tassé avant et qui, lui, a le temps de refaire vraiment le virage, enfin de reprendre un peu large. Et puis voilà, et oui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas... encore une fois, après, on voit des gens qui disent oui, il a essayé de tuer Verstappen, il l'a sorti volontairement. Non, c'est même pas volontaire. Encore une fois, ça va trop vite pour que ce soit un attentat volontaire. Hamilton aurait très bien pu y laisser une suspension aussi, et il veut tout sauf ça, parce que pour le même prix, Hamilton abandonne aussi. Donc, encore une fois, il n'y a pas de démarche de ce genre. Il ne pense pas à ça quand il fait sa manœuvre. Et puis cet incident, c'est du premier tour, mais il y a tout un aspect psychologique des qualifs sprint la veille où Hamilton se fait cueillir et dans sa tête, il a dû se dire ah ben non, pas 2 fois, et donc tant pis, cette fois-ci j'y vais. Il y a eu Imola, il y a eu les qualifs sprint, maintenant ça suffit. Il y a eu Barcelone. Il y a eu Barcelone. Donc ça s'inscrit aussi dans une série. C'est pour ça que c'était pas rien. Il n'y a pas de fatalité qui existe, mais ça devenait de plus en plus probable. Oh oui, c'est clair. Ça leur pardonnait, je pense, aux deux pilotes. Merci Alex, merci Roue Libre pour les abonnements. Merci beaucoup, ça fait plaisir sur Twitch. Tu parlais justement de confiance, Manu. Je trouve que c'est un mot très, très intéressant. Il se faisait confiance. Est-ce qu'on n'est pas là justement à un tournant? Alors j'ai mis le tournant de la saison, mais peut-être aussi un tournant dans la relation, parce qu'on peut le souhaiter que ça dure 2, 3, 4, 5 ans. Ça dépendra du nombre d'années que Lewis Hamilton va encore faire en Formule 1, bien sûr. Mais du coup, voilà, est-ce qu'on n'est pas à un moment où la bataille risque de devenir un petit peu terrible? On voit notamment les commentaires de Max Verstappen hier qui a tweeté notamment que voilà, déjà, il va bien, mais surtout, il est vraiment pas d'accord avec l'incident, il trouve que la pénalité n'est pas suffisante. Ça, c'est un peu les éléments de langage peut-être Red Bull. Et il a aussi fortement... été touché par le fait que Lewis Hamilton a célébré fortement sa victoire alors qu'il était à l'hôpital et qu'il a trouvé que ça manquait un petit peu de goût et que c'était pas une bonne chose. Comme je crois, je ne sais plus où je l'ai lu, peut-être dans le chat ou c'est ailleurs, mais comme je l'avais lu peut-être sur Twitter, quand Romain Grosjean a son terrible accident à Bahreïn et qui est à l'hôpital au moment où le podium se déroule, Max Verstappen est sur le podium et voilà, ça ne l'empêche pas de s'abreuver champagne. Enfin, ça ne lui a pas posé de problème là-dessus. Je pense que parce qu'effectivement, puisque à l'époque, il avait dit que c'était normal que les pilotes aient repris la piste et qu'heureusement, enfin, s'il avait été directeur d'équipe et qu'un pilote ne voulait pas reprendre la piste à ce moment-là, il l'aurait viré, etc. Donc là, il est passé de l'autre côté de la barrière, mine de rien, c'est que son deuxième très gros accident en F1 après Monaco 2015. Donc je pense qu'il a eu peur, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas intouchable, mine de rien, c'est les pilotes qui le pensent aussi. Et puis après, il y a quand même un élément de langage Red Bull, comme tu dis, puisque Horner derrière s'appuie sur le post Instagram de Verstappen pour dire voilà, Max n'est pas content, Max si machin. Maintenant, Hamilton, une fois qu'il a appris que Verstappen était à l'hôpital, il était désolé, il a dit j'appellerai et tout ça, donc je leur fais confiance pour parler en adulte, loin des caméras et des médias, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ils ont besoin de parler en tant que pilote versus pilote et pas en tant que pilote Red Bull contre pilote Mercedes. Je pense que on va dire l'encadrement des deux est assez nocif parce qu'en plus, on sait très bien qu'il y a une guerre phénoménale des mots entre Wolff, Horner et Marco cette année. Donc je pense que là, ça fait un instrument en plus et tous les deux vont être instrumentés pour tacler Red Bull ou tacler Mercedes. Donc je pense qu'ils ont besoin de parler. On a 2 semaines avant le prochain Grand Prix. Ça permet que Verstappen soit en forme quand il revient. Ça permet que les deux aient le temps de passer à autre chose. Et je les pense assez adultes et assez intelligents. Et surtout, je pense qu'ils savent qu'au bout, c'est le titre pour l'un ou l'autre. Donc de toute façon, s'il y en a un, entre guillemets, qui joue au con par la suite, c'est lui qui perdra. Et je pense que ça, ils le savent et qu'ils auront tout intérêt à être propres en piste pour pas commencer à gâcher des opportunités sur des incidents comme hier. Oui, d'ailleurs, on aurait pu se dire, Verstappen, est-ce qu'il n'aurait pas dû être plus prudent parce que celui qui est leader avec 30 points d'avance à ce moment-là, c'est pas Hamilton, hein, c'était lui la proie. Il se sentait comme si c'était la victoire de sa vie et c'était Giovinazzi qui menait la course. Alors c'est aussi encore une fois difficile de juger parce que ces décisions se prennent dans des microsecondes. Donc on peut tout simplement pas se mettre à leur place et voir à quel point c'est rapide, mais on peut quand même se dire qu'à l'avenir, est-ce qu'on n'aura pas un Max Verstappen encore plus prudent que par le passé, ou est-ce que son côté fougueux va prendre le dessus, son orgueil? Ça sera aussi une interrogation qui nous donnera vraiment la réponse sur la personnalité définitive de ce pilote.
Vas-y, Manu. Juste 2 secondes, c'est hyper intéressant ce que tu dis dans le sens où quand Verstappen a pris la tête du championnat il y a 4-5 courses de ça maintenant, on s'est dit comment Verstappen va agir en tant que leader du championnat. C'est la première fois qu'il est là. Est-ce qu'il va accepter de faire ce qu'a fait Hamilton, notamment à Imola et Barcelone, de dire ok, je me fais passer au premier virage et c'est pas grave, ce qu'il faut que je marque, c'est les points. Et justement accepter une deuxième place. Et là, on a vu hier que non, pour l'instant, Verstappen n'avait pas encore cette maturité-là de dire ok, tant pis, je dois perdre 7 points, je les perdrai, mais il faut que je marque des points absolument. Peut-être que maintenant, comme tu dis, il va changer de façon d'aborder le truc et effectivement se dire là, maintenant, j'ai besoin de marquer des points. Il n'a plus que 8 points d'avance. Il sait qu'au prochain truc qui tombe en sa défaveur, il perd la tête. Donc, à voir si ça va être le cas en Hongrie. Et puis, c'est vrai que c'est assez particulier. Alors, je pense que Verstappen a été un peu touché par vendredi. La pole, en tout cas le meilleur temps de Lewis Hamilton, c'est-à-dire que il a vu que Mercedes revenait, parce que ça faisait quand même 5-6 courses où la Red Bull était clairement devant la Mercedes, donc il pouvait se permettre peut-être de gérer un peu plus. Là, ça l'a un petit peu surpris peut-être de voir qu'Hamilton avait fait ce meilleur temps. Le samedi, il le saute justement très bien au départ de la qualification sprint, mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, vu les 17 tours de samedi, j'aurais été Verstappen, je ne me serais pas inquiété outre mesure, même si Hamilton me passait au départ. C'est ça-là peut-être que j'aurais peut-être agi différemment, encore une fois. Et je ne suis pas leader du championnat du monde de Formule 1, je ne suis même pas prêt de m'asseoir dans une de ces voitures, donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être qu'il faut se dire, écoute, voilà, laisse-le passer. Et plus que même gérer la deuxième place, se dire que de toute façon, il avait une chance de revenir un peu plus tard. Après, moi, je crois que samedi, il s'est fait peur dans le sens où il s'est rendu compte qu'en attaquant à fond sur les 14 ou 13 premiers tours de la qualif sprint, il n'a pas réussi à lâcher Hamilton. Hamilton est resté dans la seconde et demie ou 2 secondes. Et il savait que si... je pense qu'il a eu peur de la capacité qu'a Hamilton une fois qu'il est devant à partir tout seul. Et à pas le revoir. Et je crois que la qualif sprint ne l'avait pas rassuré par rapport à vendredi. Pas assez, en tout cas. Puisque, encore une fois, Hamilton a gentiment ramené la voiture deuxième. Je pense que il savait qu'il y avait la stratégie qui rentrait en compte et qu'en plus, il savait, malheureusement, Pérez n'était pas là, donc il était tout seul contre 2. Déjà qu'être en tête face à 2 voitures Mercedes qui seraient sur 2 stratégies différentes serait compliqué. Il savait que s'il avait une Mercedes devant et une Mercedes derrière, il était de toute façon soit couvert par la première, soit la deuxième prendrait l'initiative. Et je pense qu'il avait besoin d'être en tête et il n'a pas réfléchi plus loin que ça. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, Manu, sur Verstappen qui était peut-être surpris par avoir la pole, mais il y a peut-être aussi un effet d'optique qui est créé par les 2 Grands Prix de suite au Red Bull Ring, où là, c'était vraiment un circuit Red Bull où Verstappen a ultra dominé, mais au Paul Ricard, c'était quand même très très serré entre les deux, avec une fin de Grand Prix quand même formidable. Bon, Monaco et Bakou, c'était atypique, mais Barcelone, c'était encore très très serré, donc finalement, c'est peut-être aussi l'Autriche qui tient d'exception, hein, et on s'attendait à ce que les Mercedes, dans les virages à haute vitesse de Silverstone, avec en plus des évolutions dont on ne saura pas vraiment si elles ont eu un gros impact ou pas, c'est une sorte de retour dans la normale qui est en plus accentuée par les évolutions Mercedes. Donc la surprise de Verstappen, à mon avis, c'est moins une surprise qu'une sorte d'illusion créée par les 2 Grands Prix consécutifs ou le Red Bull Ring, où là, Verstappen se dit « j'ai la meilleure voiture ». Non, il a surtout la meilleure voiture en Autriche ensuite, et je pense qu'il aura en Hongrie, parce que c'est ce que dit à peu près le résultat de Monaco, mais c'est un piqueur de rappel comme quoi ça reste très très serré entre 2 pilotes. Complètement. Ce qui est terrible, c'est pour Red Bull, je pense, en tant qu'équipe, vraiment sur ce championnat, parce qu'ils n'ont plus que 4 points d'avance. Ils étaient un doublé devant Mercedes. Ils avaient vraiment pris le large, entre guillemets, encore une fois. On n'est même pas encore à la mi-saison, donc on ne peut pas toujours en tirer des conséquences et des conclusions. Là, il ne reste donc plus que 4 points entre Red Bull et Mercedes en tête du championnat. Il reste maintenant 8 points entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. On salue l'ami Franck notamment qui nous l'avait fait remarquer, mais c'est vrai que Max Verstappen a certes abandonné, mais il a marqué 3 points. Ce week-end, c'est déjà bien. En soi, c'est déjà ça. Et c'est vrai que je pense qu'effectivement, Red Bull commençait tout doucement. Ils ont gagné en France alors que ce n'était pas prévu. Les circuits urbains étaient largement plus en leur faveur que celle de Mercedes. En Autriche, ils ont totalement, pour le coup, ils ont tout dominé. Et je pense qu'ils commençaient à se mettre dans une espèce de complaisance, à se dire voilà, maintenant on a battu Mercedes à la course au développement. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'évolution de Mercedes fonctionne aussi bien, je pense. Ils savaient peut-être un peu oublier, comme tu dis, le peu d'écart qu'il y avait entre les 2 voitures sur les circuits moins atypiques. Et là, on voit qu'ils reprennent 40. Enfin, ils avaient 44 points avant le week-end. Ils n'en ont plus que 4. Donc, je pense que ça va réveiller tout le monde à Milton Keynes. Ils vont avoir besoin de se remettre dans le bain et de se regrouper, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire Ferrari
en 2017 et 2018, quand Hamilton avait frappé une ou deux fois fort et qu'il avait rattrapé Vettel. Puisqu'on rappelle qu'ils avaient eu aussi des 30 points d'avance, des choses comme ça, pas au classement constructeur, mais en tout cas au classement pilote. Et quand Mercedes revenait, c'est là que Ferrari s'effondrait. Et là, justement, Red Bull va devoir montrer en Hongrie qu'ils sont toujours là et repartir avec faire la pause estivale au moins avec un peu plus de positivisme que là ce qu'ils ont, parce que concrètement, c'est pas la dynamique a déjà changé en fait en leur défaveur. Et ils ont tout intérêt à endiguer cette hémorragie maintenant plutôt que de repartir sur les 4 semaines de pause avec des doutes, quoi. Ouais, mais je me dis aussi au niveau réaction de chez Red Bull, parce que dans beaucoup de cas, j'aurais dit ce que font Horner, Verstappen, Marco, tout ça est contre-productif. Quand ça leur arrive comme ça, il faut pas aller ensuite hurler que tout est un scandale, machin et tout. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'est Red Bull et que c'est leur manière de faire et que finalement, c'est peut-être là qu'ils vont être le mieux et que ça va les piquer un peu dans leur orgueil peut-être, Alex, pour Grand Prix de Hongrie. Ça peut être finalement positif pour eux. Je sais pas, je suis pas sûr que ça soit une attitude tellement positive de leur part. Ça risque. Plus en plus de gens, je pense, vont se mettre à supporter Hamilton et Mercedes parce que d'une part, ils sont dans la position du chasseur pour la première fois, et puis l'attitude est tellement parfois caricaturale des autres qui vont se dire au contraire, voilà, cette équipe, elle reste calme, elle reste humble, elle panique pas, même si elle sait qu'elle est derrière. Donc ça peut peut-être motiver Red Bull, oui, comme tu dis, mais est-ce que sur le long terme, ça risque pas une colère par Grand Prix perdu et une colère par polémique, est-ce que ça risque pas de devenir alors peut-être qu'aujourd'hui c'est utile, comme tu dis, mais est-ce que s'ils font ça à chaque Grand Prix ou qu'il y a une touchette, est-ce que ça risque pas de devenir grotesque, ridicule, dans le plus mauvais sens du terme? Donc c'est un peu la stratégie de la terre brûlée. À chaque fois, voilà, quand on a brûlé la terre, elle repousse plus. C'est assez énergivore du coup, parce qu'il faut que chaque semaine ils se battent. Et finalement, on voit que Red Bull, à l'époque où ils dominaient, les moments où ils étaient les meilleurs, c'était les moments où finalement ils restaient assez composés. On voit en 2010-2012 où ils ont réussi. Bon, 2010, ils arrivent à faire gagner Vettel parce qu'à Abu Dhabi, ça se passe mal pour Weber, mais on voit qu'ils ne paniquent pas face à Ferrari. Et surtout 2012, où ils arrivent vraiment à. Enfin, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas cet esprit-là qu'ils ont actuellement à vouloir absolument gagner la bataille entre guillemets des grandes gueules hors piste, quoi. C'est-à-dire que là, ils jouent un jeu avec Wolff qui est assez toxique, on va pas se mentir. Ça continue de week-end en week-end. Ils sont très très mécontents que Wolff les attaque sur tous les points, parce que finalement, il y a eu l'histoire des ailerons, il y a eu l'histoire des pressions de pneus, il y a eu l'histoire des ravitaillements. D'ailleurs, ils ont gagné pour ça, puisque les arrêts au stand ne seront pas soumis à des temps minimaux pour chaque partie entre guillemets du changement de pneus. Mais on voit quand même que déjà qu'ils ont du mal qu'ils ont trop cette fierté qui ressort hors piste. Et c'est vrai que si ça commence à déteindre sur leurs opérations en piste, j'ai un peu peur pour eux, que finalement ils s'embourbent un peu, et puis que du coup l'ambiance toxique soit pas bonne pour Verstappen et pas non plus pour Perez, donc que finalement ce soit un peu le cercle vicieux. Mais après, effectivement, ça reste quand même une équipe qui a les moyens de rebondir, et je pense, s'ils sont dans un bon état d'esprit, je les pense plus solides qu'une équipe comme Ferrari, par exemple, face à Mercedes. Je pense que ça a dû les surprendre quand même chez Red Bull, parce qu'il y a eu cette volonté d'être dans une stratégie très agressive sur tous les fronts. Et ils voient qu'il y a du répondant, comme tu dis, Manu, en face. Et ça, ils ne s'attendaient peut-être pas. Ils avaient peut-être envie de bouffer Mercedes hors piste, en étant vraiment sur tous les fronts, en occupant le terrain. Et puis en face, on répond avec un certain pragmatisme, un certain flegme. Des fois, un petit taquet qui vient, qui est toujours assez surprenant et parfois le bienvenu est assez rafraîchissant. Donc voilà, c'est vrai que c'est autant une bagarre en hors piste qu'en piste. Alors Mylène nous dit que c'est usant les chamailleries entre Mercedes et Red Bull. Je peux comprendre aussi que je peux comprendre que ce soit triste pour pas mal de supporters. D'un autre côté, je pense que vous serez d'accord avec ça, messieurs, et l'ami Franck qu'on retrouve aussi de temps en temps. C'est ce qui différencie la Formule 1 du reste des sports mécaniques. C'est-à-dire que ils sont peut-être payés par Netflix, en fait. On nous cache des trucs. Ils préparent un épisode de 4 heures. Il y a même eu des attaques personnelles de Christian Horner qui a parlé du prétendu Dr Wolff parce qu'il a reçu un doctorat honoraire, qu'il a traité de à parole, et qui a dit que lorsqu'il est arrivé chez Mercedes, en gros, il a trouvé les CT de clé en main, que le moteur était développé et l'équipe déjà construite. Donc il y a une jalousie personnelle qui se rajoute à tout cela, qui rend effectivement le tout, comme tu disais Manu, toxique. Donc je ne sais pas où ils passeront leur pause estivale, mais ils ne la passeront pas ensemble.
Non, c'est clair. Puis à la fois, c'est toxique et à la fois pour nous, c'est vachement bien parce qu'il y a vraiment cette espèce de bataille sur tous les fronts. On sent que ça se jouera à celui qui va rien lâcher jusqu'au bout. On pensait que Mercedes, tout le monde disait Mercedes ne développera plus, donc Mercedes ne progressera pas, mais Mercedes avait quand même une évolution qui était déjà prévue. Hein. C'est pas une évolution de dernière minute. Et on voit qu'elle les a remis au niveau. Et je pense que Red Bull va devoir se rebouger un peu, se remotiver, se regrouper. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'ils arrivent à peut-être moins prendre personnellement le truc, ou alors s'ils font cette guerre absolue partout, il va falloir qu'ils soient solides jusqu'au bout, parce que tenir comme ça jusqu'au début décembre, nous on voit sur Next Gen, il n'y a pas une semaine où on n'a pas au moins 3 déclarations de Wolff versus Horner ou Marco, quoi. Donc c'est quand même très intense, et même eux, psychologiquement, on voit que Wolff avait dit récemment qu'il avait quand même des moments psychologiquement où c'était dur. Je pense qu'il va falloir qu'ils aient les épaules solides. Est-ce que l'accrochage de ce dimanche va peut-être pas finalement permettre aussi de recentrer le débat sur les pilotes, parce que on en parle, mais ce qui se passe hors piste, c'est entre justement Wolff, Marco et Horner, mais les pilotes, eux, n'ont jamais été véritablement dans des mauvaises situations. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre, alors que maintenant, ça risque de... Oui, c'était vrai avant, où il y avait même des déclarations très respectueuses d'Hamilton envers Verstappen. Il en faisait l'éloge. Max il disait, moi j'ai jamais voulu chercher, si on se crache, on recherche pas, on cherche la course juste mais dure. Et là je pense qu'il y a eu un tournant là encore, hein. Alors c'est peut-être encore une fois l'émotion du crash, mais on a eu bien sûr l'affaire de tu fais la fête alors que je suis à l'hôpital. On a eu Hamilton derrière le dimanche soir qui dit Max de toute manière a toujours été un peu plus agressif que les autres, et il a même comparé, il y avait Charles Leclerc à ses côtés, il a même comparé Charles Leclerc à Verstappen en disant tu vois, moi j'ai dépassé Leclerc au même virage et ça s'est très bien passé. Alors il a dit Hamilton, mon cœur s'est arrêté, j'ai dû changer de boxeur, mais au final il présentait Charles Leclerc en très bon élève. Alors ça peut aussi se discuter parce que Leclerc il n'a pas toujours été un élève très très sage, mais voilà. Alors là encore, à savoir si c'est un vrai tournant et que ça restera comme ça jusqu'à la fin de leur carrière, ou est-ce que c'est passager. Mais bon, après, en 2014, on a vu comment une relation qui paraissait saine pouvait vite se dégrader. L'avantage pour eux, c'est qu'ils n'étaient pas amis avant. Alors peut-être finalement, il y aura moins ce côté de frustration à voir leur amitié s'effondrer. Après, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils se respectent toujours. Je pense que Verstappen a été blessé dans son estime parce que effectivement, il pensait peut-être que Hamilton s'inquiéterait plus de sa santé après le choc. Et voilà, je pense qu'à la fois, ils se respectent ou ils se font confiance en piste, et à la fois, peut-être qu'ils sont un peu frustrés l'un et l'autre, qu'il n'y ait pas plus de respect hors piste, où finalement, Verstappen a un côté un peu irrévérencieux à vouloir absolument battre Hamilton à toutes les courses, et puis Hamilton a ce côté un peu où il prend Verstappen comme un rival de plus dans sa carrière, et je pense que Verstappen a envie d'être plus qu'un rival de plus dans la carrière d'Hamilton. Il a envie d'être le rival qu'il a eu le plus de mal à battre, ou qu'il a battu. Et je pense que l'un et l'autre vont avoir aussi cet ego-là à se dire je veux être plus important pour lui que ce qu'il le montre, quoi. Et je pense que ça va être aussi ce qui va jouer dans la bataille psychologique. Bon, on a hâte en tout cas de voir où elle va partir cette bataille. On espère que ce sera joli jusqu'à la fin de saison. Surtout maintenant, il ne faudrait pas que ça devienne toxique comme on le disait, et que ça soit que ça ternisse une saison qui est quand même très sympathique, même s'il y a parfois des sons de cloche un peu contraires quand on les dit ça et là. Mais franchement, on ne peut que se réjouir pour l'instant de cette saison 2021 qui tient toutes ses promesses, qui continuera donc, on le rappelle, dans 2 semaines pour le Grand Prix de Hongrie. Sur le papier, ça favorise Red Bull, mais on rappelle que l'an dernier, c'est Mercedes qui s'était imposé avec Lewis Hamilton, mais Verstappen s'était craché dans le tour de mise en Hongrie. Et puis il y a une équipe qu'il faut peut-être pas écarter, c'est Ferrari, parce qu'on les a vus dans les virages lents, Bakou, Monaco, on a vu la forme retrouvée de Leclerc même sur un circuit peu favorable, donc il y aura peut-être un match non pas à 2 mais à 3 en Hongrie, donc ça peut être aussi sympa de ce point de vue. On le souhaite, effectivement, même si j'avoue que chez Ferrari, je pense que même eux ne comprennent pas trop leur rythme, et c'est le vrai souci. C'est-à-dire que hier, Charles Leclerc a été étincelant pendant tout le Grand Prix, menant 49 des 52 tours, et puis ils ont dû se dire c'est bien Charles, bravo. On ne sait absolument pas ce que tu faisais là, mais bravo. Vraiment, c'était une très belle course, parce que chez McLaren aussi, Lando Norris le disait samedi après la qualification sprint, même s'il n'avait pas été bloqué par Alonso, de toute façon, les Ferrari étaient loin devant, disait-il. C'était clairement la 3e force du plateau, ce qui n'est pas tout à fait le cas depuis le début de la saison non plus, mais en tout cas, ce qui est parfois le cas. On a eu l'épaule évidemment à Bakou et à Monaco, mais même Bakou, par exemple, en course, il s'est quand même un peu effondré, Leclerc, par rapport au rythme qu'il y avait autour de lui, on va dire. Ça restait une très belle perf évidemment pour Ferrari, mais
c'était quand même assez compliqué. Mylène qui veut dire à Zandvoort, ça va être la guerre entre le public et Hamilton. Ah oui, non, mais ne parlons pas déjà du malheur de voir les 250 millions de spectateurs néerlandais sur le bord de la piste. Surtout que d'ici là, ils pourront s'être encore accrochés 1 ou 2 fois. Donc, si jamais ça se passe mal dans les 2 prochains Grands Prix. Ah, je n'ose même pas imaginer un contact à l'épingle de la source à Spa-Francorchamps où on sait que Max Verstappen quand même à Spa c'est toujours compliqué, il y a toujours quelque chose qui se passe de mal. Donc là j'ai un peu peur franchement. On dit Xan, si on dit Verstappen qu'il il va faire le tour de chaque tribune, il va serrer les mains personnellement de chaque spectateur en disant bravo, super, merci pour le soutien. Mais on va voir en tout cas. Oui Alex. S'il serre les mains de chaque spectateur, il ratera Monza parce que c'est 3 jours après. Donc là, ça va être long, hein. C'est sûr que là, va falloir se préparer, faire un plan de table, y aller tranquillement. Bien évidemment, on verra déjà dans 2 semaines, et salut Fête qui vient de nous rejoindre dans le chat, on verra dans 2 semaines comment ça va se passer déjà sur le Grand Prix de Hongrie, sur le Hungaroring. On va aussi parler, messieurs, quand même d'un autre moment fort de ce week-end, on l'attendait depuis des semaines. La FOM l'attendait avec beaucoup d'impatience depuis quelques semaines, vu la promotion assez impressionnante qui en a été faite. Mais donc, c'était la première des qualifications sprint. Alors, on rappelle rapidement, du coup, qu'est-ce que c'était que ces qualifications sprint. On a donc fait une première séance d'essai libre le vendredi après-midi. Après cette séance d'essai libre, on est parti en qualification, et comme c'est le cas lors des qualifications habituelles le samedi, à partir du premier tour de qualif, la voiture rentre sous régime de parc fermé, on ne pouvait donc plus rien toucher jusqu'à la fin de la course du dimanche soir. C'est à peu près ça, vous pouvez simplement remettre de l'essence et changer un petit peu l'aileron avant. Donc on a fait une séance qualificative vendredi qui était très intéressante, qui avait beaucoup d'intensité pour un vendredi, c'était très intéressant à suivre. Et ensuite, le samedi, une séance d'essai libre, qui là par contre, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, mais je pense qu'on est d'accord, elle manquait beaucoup d'intérêt, cette deuxième séance d'essai libre, et les pilotes aussi étaient les premiers à le dire, puisque de toute façon, ils ne pouvaient plus régler leur voiture. Et donc, samedi après-midi, une course, 17 tours, 25 minutes environ pour Max Verstappen, pour faire cette course, cette qualification sprint. Alors, du côté de la FOM, Formula One Management, on s'est réjoui en disant qu'il n'y avait que 4 pilotes qui partaient de la même position sur la grille que par rapport à la grille de la qualification sprint. On a tout de suite vu qu'il fallait mettre tous les éléments de langage possibles et imaginables à partir de samedi soir pour dire que c'était formidable. Oui, Manu. Ce qui est quand même une grosse arnaque en termes de communication, puisque quand tu as le pilote qui est 5e, qui abandonne en sortie de piste, forcément que ça décale tout le monde d'une place, donc c'est facile d'avoir que 4 pilotes qui sont à la même place à la fin. C'est même dommage qu'il y en ait eu 4 finalement. Ils auraient dû tous changer de position. Mais on avait notamment Pierre Gasly et Charles Leclerc qui étaient partis du même endroit le samedi que le dimanche. Déjà, Manu, l'avis global sur ce nouveau format, sur l'idée, est-ce que c'était plutôt bien exécuté? Est-ce qu'il y a quand même des choses à améliorer? Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Globalement, je trouve que le vendredi gagne vraiment en intérêt parce que du coup, on a une qualification Q1, Q2, Q3 qui se fait avec une seule heure d'essai dans les pattes et on a vu que les équipes étaient pas sereines. On a vu qu'il y avait ils ont beaucoup vite pris la piste et puis c'était très serré. Finalement, il y avait très peu d'écart entre les équipes. Il y avait très peu d'écart entre les équipes et surtout beaucoup d'écart, j'ai trouvé, entre les pilotes dans les équipes. Du coup, ça faisait une grille assez mélangée. On a pu avoir notamment des tours fantastique de Russell, une belle qualif de pas mal de pilotes et un vendredi du coup qui gagne forcément en intérêt. Il y a un côté un peu décevant à la fin de cette qualif là parce qu'au final on dit c'est bien mais on n'attribue pas vraiment ils ont dit que Hamilton était le Speed King de Silverstone, ce qui était, on sent qu'ils ont dû trouver un nom pour dire il faut quand même qu'on lui donne quelque chose. Une mauvaise marque de fast-food. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai que au final, il y a ce côté un peu maintenant c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a encore une séance d'essai et tout. La séance d'essai du samedi matin, je m'attendais à avoir beaucoup de monde en piste et effectivement, les pilotes ont beaucoup roulé. Après, c'est vrai que pour les gens qui, par exemple, ont l'habitude de ne pas regarder le vendredi et de regarder le samedi matin et le samedi après-midi, la séance a dû leur paraître hyper molle parce qu'il n'y avait personne qui cherchait le chrono, tout le monde faisait des longs relais. Du coup, je peux comprendre que les gens qui aiment justement la montée en puissance des EL3 le samedi matin, avec le dernier relais hyper intense et tout ça, n'aient pas eu leur compte à ça. Pour autant, il y a eu beaucoup de voitures en piste pendant très longtemps. Et la course qualificative, donc les qualifications sprint, j'ai trouvé ça plutôt sympa. En fait, on a senti que les pilotes n'étaient pas sûrs de pouvoir dépasser après le début de course parce qu'il y allait avoir les trains DRS, il n'y avait pas de stratégie qui rentrait en compte et la course était courte. Du coup, les 2 premiers tours ont été complètement dingues.
Il y a notamment une lutte entre Raikkonen et Stroll qui est passée un peu inaperçue, mais qui était de toute beauté dans le premier tour. La lutte déjà entre Hamilton et Verstappen a été jolie aussi. Et c'était globalement sympa. Le fait qu'on connaisse pas les attributions de pneus était intéressante aussi. Même si finalement tout le monde quasiment est parti enfin, il y a eu beaucoup de pilotes qui sont partis en médium et que 4 qui sont partis en tendre. C'était quand même sympa de ne pas savoir. Et globalement, j'ai trouvé d'ailleurs que le fait qu'on n'ait pas le pneu obligatoire de Q2 au départ de la course était aussi très sympa. Et ça, c'est bien qu'il abandonne pour l'an prochain. Mais voilà, donc après, je trouve que le format est bien. Par contre, je trouve qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose au niveau des dénominations. Parce qu'effectivement, une pole position attribuée après une course de 17 tours un samedi, et aucun trophée attribué après une séance de qualif le vendredi, ça paraît un peu bizarre. Finalement, t'es vainqueur comme disait Verstappen, on est vainqueur de course, on a censé attribuer une pole. Ça fait un peu bizarre, et je pense que pour moi, il faudrait que le poleman reste celui le plus rapide sur un tour, comme c'est le cas depuis longtemps, et qu'on attribue un nouveau trophée, justement un vrai trophée qui rentre dans une nouvelle statistique pour ces courses-là, même s'il n'y en a pas beaucoup, histoire que qu'il y ait une certaine continuité dans les stats, et puis à la fois qu'on donne un côté un peu plus renouveau à cette qualif sprint qui, au final, était quand même simplement une préparation à la course du dimanche, quoi. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc, deux remarques, une courte sur le choix des pneus qui est libéré. Alors, on est tous d'accord pour dire que maintenant, la règle des pneus imposés en Q2, ça suffit, et on est bien content que ça se débarrasse. Mais du même coup, on a eu vraiment des stratégies qui étaient totalement uniformes en course, parce qu'à part Pérez qui est parti en dur d'ailleurs pour les changer au bout de 18 tours, tous les pilotes ont fait le même choix parce que c'était tout simplement la stratégie la plus rapide qui avait été soulignée par Pirelli. Donc ça a eu une certaine tendance à uniformiser les stratégies. Et puis sur les qualifs sprint, il y a des aspects, au-delà des aspects sportifs, il y a aussi des aspects commerciaux qui sont vraiment centraux pour Liberty. D'une part pour les promoteurs. Alors par exemple, Hamilton a dit ça serait bien de resserrer sur 2 jours, notamment pour plus avoir cette séance du samedi matin qui ne sert à plus grand chose. Mais en fait, les promoteurs ils ne veulent surtout pas, parce que dans ce qu'ils payent à la FOM, il y a le fait d'avoir 3 jours. 3 jours de roulage, et justement là on a un vendredi, on a vu des tribunes pleines, un vendredi, on a un vrai intérêt pour le vendredi qui est totalement revitalisé, donc ça c'est un gros intérêt pour Liberty qui va ramener des millions en plus. Le deuxième point c'est les audiences TV, donc le fait que les qualifs soient décalés à plus tard. Alors c'est plus pratique en été, mais évidemment ça fait plus d'audience parce que le vendredi à 15h vous n'allez pas allumer votre ordinateur si vous êtes au bureau pour le regarder, mais si vous êtes chez vous c'est déjà plus simple. Et le troisième point c'est aussi les jeunes, parce que si les qualifs sprint ont été introduites aussi, c'est notamment pour capter l'attention du jeune public, parce que nous, un Grand Prix d'1h30 quand il est intense, ça nous paraît presque pas assez court. Alors je pense que pour Leclerc ça a dû paraître un peu trop long, mais pour les jeunes, les jeunes ont l'habitude de consommer des formats plus courts, que ce soit, on le voit, enfin avec tous les réseaux sociaux. C'est une réflexion qui existe en foot, raccourcir les matchs. On a vu qu'il n'y a plus de prolongation, qu'on passe directement au tir au but, en Coupe de la Ligue, après les 90 minutes. C'est une réflexion qui a existé lors de la création de la Super League aussi, raccourcir les matchs. Même en tennis, on a vu, mais les matchs à 5-7, c'est anachronique. Donc et Ross Brown et la FOM ne s'en cachent pas. Ça fait partie totalement de cette réflexion stratégique qui est de capter davantage l'attention du jeune public. Parce que voilà, nous, au bout de 30 minutes, on dit, voilà, c'est déjà fini. Mais pour les jeunes, pour la plupart des jeunes qui ont l'habitude de faire des sauts de cabri entre un contenu et l'autre, c'était vraiment pile poil la bonne durée. Donc il y a tous ces intérêts-là qui entrent en jeu, et je pense que là ça dépasse simplement la F1, c'est une évolution générale de la société. Il y a des impératifs commerciaux, et donc là faut pas oublier que derrière Liberty c'est un groupe coté en bourse, dont le patron il gère des groupes énormes, et Greg Maffei, la Formule 1 il connaît pas énormément, donc voilà, il y a des investisseurs, des enjeux boursiers énormes derrière, donc tous ces enjeux-là, et c'est pour ça que je comprends tout à fait Liberty de tenter ça. Et contrairement à ce qui a été fait en 2016 avant eux, ce qu'ils ont eu l'intelligence de dire, on va tester ce format 2 ou 3 fois pour voir si ça marche, et non pas dire, voilà, on va tout généraliser, et puis c'est très bien. Et voilà, donc il y a une certaine intelligence de Liberty, et finalement, d'une certaine manière, ils n'ont pas le choix, donc moi, je les soutiens plutôt dans leur tentative. C'est vrai que c'est assez intéressant, j'ai trouvé. On en avait parlé notamment samedi avec l'ami Mick de Formule Blabla, mais c'est que
L'année dernière, on était quand même parti sur il faut faire 2 jours, comme le disait Lewis Hamilton. Il faudrait faire maintenant des week-ends de 2 jours parce que c'est très cher de faire un vendredi. On l'a vu à Imola aussi. On a fait un week-end sur 2 jours à Imola. Hein. C'était assez compact mais très intéressant. Et tout le week-end, c'était mais regardez à quel point on a revitalisé le vendredi. Le vendredi devient une journée importante et tout. Donc maintenant, on est reparti sur 3 jours finalement. C'est peut-être là, Manu, où j'ai du mal à comprendre ce volte-face. Je comprends l'idée de faire une qualif sprint, une course sprint, comme tu le disais, Alex, c'est pour le jeune public. Il faut pouvoir consommer du contenu assez court. Et on l'a vu, hein, tout a été fait avec beaucoup de nouvelles incrustations télévisuelles pour que justement, voilà, on donne vraiment du cachet à cette course-là. Mais effectivement, ça joue sur les deux cours en même temps, je trouve. Moi, je pense qu'en fait, après la crise du Covid, Liberty a quand même, enfin, la F1 globalement manque un peu d'argent par rapport à ce qu'elle voudrait. Ils ont besoin d'un week-end de 3 jours qui fonctionne très bien, justement. Et c'est pour ça qu'ils essayent de mettre ce format en place pour vendre un produit au promoteur qui, lui, ramènera du monde sur son circuit les 3 jours et qui lui fera vendre plus de billets chers. Et donc, globalement, c'est créer de l'argent en faisant un produit plus cher. Après, moi, ce qui m'étonne par rapport à absolument vouloir raccourcir tous les formats, c'est que c'est un sport qui est maintenant devenu américain, la F1. Et les Américains, justement, sont les spécialistes des formats à rallonge. On voit les matchs de baseball qui durent 4h30, les matchs de NFL qui durent 4 heures. La NHL et la NBA, c'est pas beaucoup plus court. Enfin, un peu plus, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que globalement, c'est assez étonnant de les voir vouloir raccourcir ça. Alors, ils ont un format ça reste un sport qui est différent de ces sports-là, puisque de toute façon, il n'y a que, entre guillemets, 23 week-ends par an. C'est pas quelque chose avec 17 programmes ou 20 programmes à regarder à chaque week-end. Donc, ils sont obligés de s'adapter, de drainer un public différent sur plusieurs choses. Et je pense que là, ils ont peut-être leur formule idéale avec justement un week-end de 3 jours qui draine du monde le vendredi parce que les aficionados de la F1, alors il faudra laisser la qualif tard parce qu'il faut absolument que les gens soient rentrés du boulot, mais c'est bien. Ça permet de drainer vraiment la base hardcore des fans. Le samedi, on draine sur un public un peu plus... qui n'a pas envie de se faire 1h30 de course le dimanche, mais qui va vouloir venir voir ce que donne une F1 pendant 15 tours à fond sur un circuit. Et puis le dimanche, ils ont l'air d'absolument vouloir garder le format 300 km et j'espère qu'ils y toucheront jamais parce que pour moi c'est vraiment idéal comme format F1. Et je pense que si ils peuvent faire ça, on va dire sur une moitié de saison et format classique sur l'autre, ça peut être un bon équilibre. Peut-être revoir le barème aussi parce que du coup si on a 30 points qui sont ajoutés, enfin en gros si les qualifs sprint valent l'équivalent d'une victoire sur la saison, ça fait beaucoup. Mais peut-être mettre juste un point au vainqueur de la course ou 2 points au vainqueur et rien aux autres, je sais pas. Mais voilà, essayer de trouver des solutions pour rester équilibré parce que le format qui était là était quand même très bien au niveau sportif. Mais c'est vrai que malheureusement, on est dans un monde dans une période où ce format sportif ne suffit pas à faire vivre un sport. Il faut aussi quelque chose d'économiquement viable. Et je pense que si les promoteurs veulent ramener du monde et que la F1 veut des promoteurs qui continuent à payer entre 30 et 60 millions le plateau F1 chaque week-end, et ben, il faudra peut-être un produit qui soit plus efficace sur 3 jours pour que les promoteurs eux aussi rentrent mieux dans leurs frais. Et puis, j'imagine qu'à terme, si la qualif est le vendredi, ils vendront plus cher les billets du vendredi, ils en vendront plus, donc forcément, ça créera de la valeur. Effectivement, hein, c'est là aussi, quand on sait déjà que ça coûte assez cher un vendredi, comptez environ 80 € pour aller à Spa-Francorchamps un vendredi notamment, si vous augmentez en plus cela, c'est assez particulier. Tu parlais de la course de 300 km et d'espérer qu'il n'y touche pas. C'est pour moi quand même l'un des points négatifs du format du week-end, c'est-à-dire qu'ils en ont tellement fait sur F1 Sprint que j'ai envie de dire d'un côté, heureusement qu'Hamilton et Verstappen se sont percutés au départ, parce que sinon, elle serait quasiment passée inaperçue pour moi ce week-end, cette course, parce qu'ils en ont fait des caisses le samedi, et pour le fan de F1 lambda, le fan qui n'y connaît pas grand-chose, qui veut débuter peut-être dans le sport, il aurait très bien pu croire que la course principale était le samedi et que le dimanche, on avait fait un truc en plus comme ça pour rigoler, quoi. J'espère que c'est juste un élément de langage aussi commercial parce que voilà, ils ont un nouveau produit à vendre et forcément il faut le mettre en avant. On verra comment ils abordent ça à Monza. J'espère qu'à Monza ils aborderont ça avec un peu plus j'allais dire d'humilité, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas de discrétion en disant voilà, il y a quand même une course le lendemain. On sait qu'à Monza la course en plus c'est là où les tifosi viennent. Alors je sais pas comment ce sera niveau Covid, s'il y aura du monde à Monza ou pas, mais si les tifosi sont là, c'est quand même le dimanche que se joue vraiment le côté hyper cérémonieux avec le podium, les gens qui envahissent la piste et tout ça. Et je pense que la FIA aura vraiment tout intérêt à ne pas oublier le produit qu'elle vend à la base, c'est-à-dire une course de F1 de 300 km.
parce que effectivement, ce week-end, c'était d'ailleurs, tu vois, nous, c'est con, mais dans l'émission, on disait on va tout de suite forcément plus débriefer les qualifs sprint. Et finalement, on a commencé par l'accrochage parce qu'il y a eu l'accrochage. Mais sinon, effectivement, comme tu dis, la course passe peut-être au second plan. Comme le disait Lewis Hamilton avant le restart de Bakou, la F1, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Là, donc c'est des propos qui prennent évident. Non, effectivement, je pense que c'est normal d'en faire des caisses peut-être la première fois. Ensuite, sur les points, Manu, tu dis souhaiter que les points soient revus à la baisse, mais en fait, Ross Brawn, lui, il aime tant les qualifications sprint pour lesquelles il a beaucoup poussé, puisque les grilles inversées, c'était pas possible, qu'il a envisagé que s'il n'y avait pas assez d'actions, il fallait octroyer plus de points que 3-2-1 pour arriver à des totaux là, qui vont finir par devenir vraiment énormes au terme d'un week-end de Grand Prix. Je ne sais pas si c'est la logique sportive, mais en tout cas, ça semble être la logique commerciale, peut-être comme ce qu'on voit en F2, où la course sprint rapporte certes moins de points, mais il rapporte quand même beaucoup de points intéressants. Et il y a des places et des titres qui se sont joués sur les sprints. Donc, à mon sens, voilà, si jamais ça suffit pas, il remettra les grilles inversées sur la table. Je pense que c'est pas une idée qui a disparu dans un coin de sa tête. Et bon, moi, je pense que la tendance sera la valorisation de ces sprints, qui peut-être qu'on verra que des sprints sur certains grands prix, peut-être des sprints avec un arrêt obligatoire pour vraiment foncer. Donc je pense que c'est une logique qui est enclenchée. Comme la première impression est souvent très importante et qu'elle est pas mauvaise, qu'elle est même plutôt bonne. Donc je pense que voilà, ça risque de s'installer dans le paysage, et je pense que c'était le but de ce week-end. Très clairement. Après, moi, j'avoue que si tu valorises plus les courses du samedi, j'ose espérer que tu n'auras pas un champion du monde le samedi, parce que c'est le risque. Imaginez, on les fait arriver à Abu Dhabi, dernière course du championnat, il y a 2 pilotes qui jouent le titre, et puis il y en a 2 qui est champion le samedi. Ça, en plus, ils ont dit qu'ils ne le voulaient pas. Parce qu'ils ont dit que ce serait vraiment le camouflet ultime pour la course du dimanche, justement. On a déjà un champion à Abu Dhabi, alors on peut tout avoir. Ce serait déjà incroyable, mais non, franchement, voilà, j'avoue qu'il ne faudrait pas trop en faire, mais on a l'impression que chez Liberty, on ne veut pas justement en faire trop sur l'année. Ouais, en fait, c'est ça. En plus, j'ai un peu peur qu'au bout d'un moment, ils aient quand même un produit qui soit difficile à vendre, parce qu'ils veulent absolument un calendrier d'au moins 23 courses. On aura peut-être 24 l'an prochain avec Miami. On aura peut-être 25 dans 2 ans s'ils font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Si tu fais un calendrier de 25 courses avec notamment 10 ou 12 qualifs sprint, ça veut dire que techniquement tu fais 37 courses ou 35 courses dans l'année, même s'il y en a qui sont plus courtes, plus 27 ou 25 séances qualifs. Et ça va faire beaucoup au bout d'un moment pour les équipes. Ça va faire beaucoup pour les pilotes, parce que du coup ça reste quand même des efforts en plus, c'est différent, mais ça reste des courses. Et ça risque de faire beaucoup finalement de produits à vendre, et ou alors ils parieront sur le fait d'avoir 2 publics, un public qui regardera le samedi et un public qui regardera le format classique, et peut-être de temps en temps les qualifs sprint. Mais pour moi, ce sera difficile de continuer à en donner plus et plus et plus sans attendre un moment que les gens pas se lassent, mais commencent à trier un peu ce qu'ils regardent. Donc il faudra qu'ils se méfient de ça. Et puis dernier point, c'est l'argent que ça coûtera, parce que s'il y a 10 courses sprint, enfin 10 qualifs sprint dans l'année, ça veut dire plus d'accidents, ça veut dire plus de dégâts et plus de fric dépensé. Donc oui, il dédommage les voitures et les équipes quand il y a des problèmes, mais je suis pas sûr que ça rentre dans les budgets, que ça rentre, que les équipes s'y retrouvent, quoi. Donc je suis un peu sceptique sur le fait d'en faire trop et de leur donner trop d'importance. Je pense que 3 à 5 par an avec un barème 3-2-1, ce sera déjà très bien à mon avis. Tu pourrais peut-être effectivement avoir comme des grands chelems en tennis, c'est-à-dire 4 ou 5 grands prix qui sortiraient du lot et qui seraient un peu plus importants que d'autres. Après, je vous le dis tout de suite, j'ai pas trop envie d'une qualif sprint à Monaco, parce que déjà qu'il faut se farcir le Grand Prix, qui heureusement ne fait pas 300 km. Et à Sochi. Ah oui, non, mais Sochi, rassurez-vous, dans 2 ans, de toute façon, on n'en parle même plus de Sochi. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Il faut peut-être une grande qualif sprint l'année prochaine pour lui rendre hommage à ce circuit de Sochi, qui n'accueillera plus le Grand Prix de Russie à partir de 2023, on le rappelle, ça va partir du côté de Saint-Pétersbourg. Mylène nous dit, ils ont survendu la chose, je trouve, c'était pas dingue par rapport à ce qu'on nous avait vendu. Alors après, honnêtement, fallait pas non plus espérer grand-chose. C'est-à-dire que c'est juste une course de F1 de 17 tours. C'était pas... On pouvait pas espérer plus, quoi. C'est un peu le problème. On peut se demander, sans Alonso, ce qui serait passé, parce que c'est souvent Alonso qui a animé la course. Donc voilà.
J'en ai une aussi. Il était extraordinaire, ce Fernand, je vous le dis. C'est sûr que ça a été le grand animateur. Et là, pour le coup, on a eu des variations stratégiques. Alors, sur les pneus, c'était souvent à cause de ça principalement. Donc, on peut se demander si tout le monde avait choisi les mêmes pneus, s'il n'y avait pas eu cet incident. Bon, c'était un pari risqué, bon, qui est plutôt réussi. Mais voilà, est-ce que la FOM ne va pas finir par imposer des choix de pneus différents, non pas le dimanche, mais le samedi, si ça ne marche pas? Maintenant qu'ils ont à peu près carte blanche donnée par les équipes qui leur ont fait confiance, on peut s'attendre à tout pour ce qu'ils valorisent à fond ce format-là, parce qu'à mon avis, les vendredis, ils vont pas vouloir revenir en arrière. Ils ont trouvé comment valoriser le vendredi. Ouais. Alors, c'est vraiment... Alors, le samedi, en essai libre 2, comment faire? Ça, c'est la grande question. Peut-être qu'il faudra en profiter pour plus montrer les coulisses des équipes ou jouer sur ça, mais la tendance est maximiser et valoriser tout ce qui est possible. Donc, à mon avis, là, ça va créer un précédent. Ils ne reviendront pas sur la valorisation du vendredi pour l'an prochain. Et là, je pense que même du côté de Liberty, des investisseurs, on regarde tout ça avec attention. Ils s'en moquent, les mécaniciens, que les pièces réalisées, pour eux, c'est des sujets secondaires parce que, au final, c'est Big Business qui prime. Et tu vois, j'ai presque envie de prendre un pari et te dire qu'ils vont se rendre compte que ça fait des stratégies trop similaires sur les deux courses du week-end et que l'an prochain, vu qu'ils imposeront plus de choix de pneus le dimanche, qu'ils tenteront au moins une fois une quali sprint avec les choix imposés depuis la Q2 du vendredi avec les pneus au départ de la quali sprint. Ce serait presque plus intéressant de dire voilà, tu prends le risque de te qualifier mieux, mais d'avoir des pneus qui souffrent plus le samedi sur 17 tours. Et ceux qui se qualifient moins bien peuvent aller plus loin. Mais on a vu que c'était quand même limite, que finalement, à Silverstone, par exemple, les médiums avaient autant de cloques que les tendres. Donc ça pourrait presque être plus intéressant. Il faudra imposer les maxi pluies pour les 3 premiers et puis on parle. non mais c'était honnêtement, j'ai trouvé d'ailleurs que le samedi c'était presque plus en fait les médiums, ça qui était assez surprenant, c'est-à-dire que on a eu les leaders qui se plaignaient de leurs pneus pas mal, et puis les 4 qui sont partis entendre, je les ai pas entendus en fait, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu tant de difficultés que ça pour eux. Je crois qu'Ocon a dit qu'il était obligé de bien gérer à la fin quand même, qu'il avait un peu de difficulté, et Alonso a dit aussi que c'était compliqué de tenir la stun de Vettel derrière lui, mais c'est vrai que peut-être finalement que le fait que les tendres soient quand même plus des pneus d'attaque fait que sur 17 tours, ça a sauvé un peu le truc. Et au final, je crois que les pilotes alpines étaient ceux qui avaient testé le samedi matin les relais de 17 tours en pneus. En fait, c'est les seuls à avoir fait un relais de 17 tours complet sans s'arrêter. Les autres faisaient des arrêts au milieu pour changer les choses et tout. Et finalement, c'est peut-être eux qui ont eu le bon compte à se dire bah, nous, on sait qu'on peut y aller. Et ils y sont allés, ça a fonctionné. Quoi. Ah oui. Et puis le sprint avait lieu plus tard le samedi, donc il y avait moins de dégradation thermique aussi. Oui, la piste est un peu plus fraîche. Plus de 50 degrés dimanche, il est quand même chaud patate. Ouais, non, c'est vrai que en plus pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est rare, hein, autant de température sur la piste. À Silverstone, le tarmac a rarement été autant chauffé là-bas. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant le samedi matin, enfin samedi midi, début d'après-midi, parce qu'à partir du moment de toute façon où leurs réglages sont bloqués, ils sont en parc fermé, pourquoi ne pas juste se dire bah voilà, tu roules, tu fais 17 tours, tu simules ta course, tu rentres, tu nous dis comment ça va, et peut-être même s'ils arrivent à le faire dès le feu vert du début de séance, on peut peut-être même remettre dans un autre train de pneus, refaire 14-15 tours, pas forcément de nouveau les 17, mais au moins avoir un feeling entre les deux types de gomme et pouvoir prendre une décision un peu plus éclairée pour la course du samedi. Ouais, j'ai été surpris qu'ils ne fassent pas ça, parce que finalement, on voit qu'ils ont tous testé des pneus qui ressortaient, ils faisaient 11 ou 12 tours, puis ressortaient pour 5 ou 6 tours, mais je pense qu'il y a quand même la perte de dynamique de la température des pneus et tout ça qui fait que c'était pas une simulation qui était complète et qui montrait comment les pneus allaient se comporter à la fin. Peut-être que ceux qui étaient en confiance avec les médiums, c'est justement qu'ils n'avaient pas forcément eu cet essai sur la durée complète de la course, enfin de la quali sprint. Et du coup, effectivement, peut-être que c'était pas la bonne solution de ne pas faire les 17 tours non-stop en fait. Donc, mais encore une fois, ça montre que le week-end a été très particulier. On a vu des programmes complètement éclatés le samedi matin. On a vu beaucoup de programmes différents, en tout cas des séances construites très différemment entre les équipes et d'une voiture d'une équipe à une autre le vendredi matin. Et je pense que toutes les équipes ont manqué un peu de roulage, et c'est vrai que ça s'est vu après sur notamment la qualif du vendredi après-midi où c'était un peu la tension. Donc il y a du bon dans ce format. Moi je pense que ça peut nous amener des séances qui seraient intéressantes et qui seraient animées. Maintenant il faut qu'ils arrivent à corriger quelques défauts, il faut qu'ils acceptent au moins que le format, s'il est bien, il n'est pas parfait. Il faut que Ross Brown arrête de communiquer sur le fait qu'il a réinventé la roue, parce que non. Mais par contre, c'est vrai que
Franck le disait dans le chat tout à l'heure, et je pense qu'on est tous d'accord, il faut refaire un naming plus précis. Il ne faut pas que ce soit qualification sprint le samedi, parce que tout le monde parle quand même de qualification le vendredi. Donc ça perturbe un peu. Peut-être juste appeler ça un sprint, tout simplement. Ni mettre course, ni mettre qualif. Et puis attribuer le poleman le vendredi et attribuer un autre trophée le samedi. En plus, on a vu qu'ils ont attribué le trophée Pirelli du poleman habituel le vendredi, ce qui était encore plus là pour foutre le merdier finalement. Mais ils avaient taillé différemment, c'était pas marqué pole position award, c'était marqué speed king. C'est vrai, mais finalement c'était quand même un peu le merdier. Donc, Puis ce qui m'a interpellé aussi, c'est qu'alors que la F1 vraiment il y a des gros enjeux d'écologie, ils veulent renvoyer une image absolument verte, et qu'est-ce qu'ils trouvent pour faire le tour de piste? Un énorme camion. J'ai trouvé ça totalement décalé, ou alors une voiture électrique, mais j'ai trouvé ça vraiment totalement anachronique, et à mon avis, ça fait aussi partie de ce qu'il faut changer. Ça m'a paru fou qu'ils aient pas pensé à ça en termes d'image. Le nom, c'est bête, ils l'ont. F1 Sprint, c'est très bien, F1 Sprint. Bah oui. En plus. Appelle ça F1 Sprint, c'est réglé, quoi. Ça fonctionne. Mais c'est vrai que le camion, c'était assez bizarre. Ça faisait un peu. À la fois, c'était sympa parce que du coup, ça permettait d'avoir une espèce de sorte de podium avec les pilotes chacun dans une partie du camion, leur animation en bas et tout. Mais à la fois, ça faisait un peu camion de foire quand même. C'était assez. Enfin, tu sais, il y aurait eu du bétail dedans et de la paille, c'était pareil, quoi. Donc, c'était assez bizarre comme il était fait. On a tous créé des comptes sur crypto.com. Et... Oui, bah, évidemment. Bien sûr, j'ai déjà gagné beaucoup. Et vous? C'était vraiment. Dès qu'ils sont sortis des stands, j'avais créé mon compte. C'était incroyable de voir autant de crypto.com. Mais voilà, j'avoue que niveau naming, vouloir à tout prix nous dire que ce sont des qualifications. Louis nous dit, pour moi, c'est pré-qualif et qualif. Non, parce que quand tu mets pré-qualification, ça a une notion de ça ne compte pas. Et le vendredi, ils veulent quand même que ça compte. Du coup, ils veulent que ce soit important pour les gens. Et puis en fait, ça notion de préparation de la qualif, ce qui était le cas avant quand ils éliminaient des pilotes. Donc ça, c'est plus. Et encore une fois, je pense que c'est trop ancré dans la vieille F1 pré-qualification. De toute façon, ils veulent pas ça. Donc ils le feront pas comme ça en tout cas. Mais alors, ce qui pourrait être intéressant, et c'est notre ami Louis aussi qui nous embarque un peu là-dessus dans le chat, sur la suite, c'est que on a donc vu ce que donne une course de F1 sprint. Est-ce que vous seriez favorable à avoir des courses sprint qui ne définissent absolument pas la grille du dimanche, mais simplement, on fait des qualifs le vendredi. Et puis samedi, on fait une course sprint comme ça, voilà, pour marquer des points au championnat avec une grille. Bon, bah là, vous la définissez un peu comme vous voulez. Je sais pas trop comment on pourrait encore s'en sortir, mais une course à part. Ou est-ce que pour vous, là, ce serait trop touché encore au produit Formule 1? Oui, à mon avis, ils peuvent faire ça le samedi. Ça va devenir peut-être leur terrain d'expérimentation où ils peuvent se permettre des trucs parce qu'il y a moins la tradition du Grand Prix du dimanche. À mon avis, là, c'est la bonne idée pour mettre les grilles inversées pour le coup le samedi avec une course sprint qui rapporterait le moins de points. Et là, je pense qu'on aurait du spectacle avec encore le risque de cannibaliser le dimanche. Mais à mon avis, c'est leur laboratoire, les qualifs sprint de Stanley. Donc je pense que voilà, pour pimenter tout ça, des courses sprint avec grilles inversées, ça serait le bon moment pour tester ça. Je sens le grand enthousiasme. C'est sûr que de toute façon, à mon avis, ça on n'y coupera pas un jour ou l'autre. Je pense que Brown, et comme tu disais tout à l'heure, Alex, cette idée, il a dans la tête. Là, pour l'instant, il est content que son produit qualif fonctionne et tout, mais je pense que tôt ou tard, il va dire non, il faut qu'on le teste. Ça risque d'être un peu douloureux à voir parce que je pense que si on voit deux As, on imagine avant-hier voir deux As partir devant une Williams et puis c'est un peu compliqué, mais oui, je pense qu'ils vont continuer à expérimenter, quitte à brasser encore un peu les fans hardcore. Après, je sais pas si ce serait une bonne idée de faire une course comme ça dans le vent entre guillemets. Je trouve que c'est bien que la course du samedi fasse une transition vers la course du dimanche. Mais après, il faut être ouvert. De toute façon, encore une fois, la F1 a besoin d'évoluer aussi. On sent que Liberty redynamise le produit, on fait quelque chose de nouveau. Pour le coup, il réinvente la marque. Donc, c'est pas. Enfin, encore une fois, la F1 s'est créée telle qu'on la connaît sur 4 décennies ou 6 décennies, 7 décennies et 4 décennies d'Ecclestone. Et au milieu de tout ça, il y a eu énormément de changements. Donc après, ça n'empêche pas rien que nous, dans les années entre les qualifications des années 90 et maintenant, il y a eu plusieurs formats avec des qualifications en 2 parties, dont une dimanche. Il y a eu des qualifications. On a tenté des qualifications par élimination en 2016, qui était une catastrophe. Donc, à la fois, il faut tenter. Et puis, peut-être qu'on trouvera la solution miracle sans la chercher, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une solution miracle? C'est un peu quand même ce qui se disait avant. Oui. Ce truc-là, mais c'est-à-dire quand même qu'en 2006, ils ont quand même réussi à nous pondre un système qui marche encore aujourd'hui. Et je pense que 16 saisons avec un système quasiment inchangé ou juste amélioré, c'est rare. C'est même quasiment du jamais vu. Pourquoi on s'est emparé du sujet qualification il y a 5 ans comme si c'était le pire truc du week-end?
Moi, je pense que c'était pour valoriser le vendredi. Je pense toujours le même sujet pour la FOM, c'est qu'ils ont cherché comment rajouter une épreuve classante ou décisive. Et donc, le moyen qu'ils ont trouvé, c'était de faire ça. Donc, je pense vraiment que c'est l'explication aussi, plus les jeunes en même temps. Mais c'est vraiment l'explication principale. Et c'est pour ça que, à mon avis, on ne reviendra pas en arrière sur la valorisation des vendredis. Ah, moi, je suis d'accord. En fait, on sent qu'ils ont toujours dit oui, parce que tout le monde leur a demandé pourquoi vous occupez de ce qui n'est pas cassé et quand même tenter de changer. Ils ont dit oui, mais on veut faire évoluer le produit, etc. Au final, c'est une opération purement commerciale et purement marketing, purement de vente du produit F1 et pas du tout sportive. Donc, nous, l'intérêt pour nous, c'est qu'ils trouvent un truc qui ne casse pas nos week-ends, qu'on se retrouve pas. Enfin, pour moi, c'est ce que ferait un peu la grille inversée où on se retrouverait avec une F1 qui verse dans le côté F2 qui me plairait pas trop parce que la F1, pour moi, non seulement on peut, en fait, une grille inversée, c'est bien quand tout le monde a le même châssis, même moteur, où tu te dis, bon, bah voilà, on donne sa chance à celui qui peut doubler et tout. Là, on a quand même ce côté recherche de l'excellence en F1 avec un différenciateur entre les équipes qui est énorme, entre les pilotes aussi. Et je pense que ce serait vraiment, pour le coup, touché à l'ADN de la F1. Alors, je suis pas du genre à dire, oh là là, faut rien tenter, mais là, pour moi, ce serait aller un peu trop loin que de faire ça. Donc après, il faut espérer qu'ils iront pas jusque-là et qu'ils sauront aussi respecter la F1 telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que effectivement, c'est une décision commerciale. C'est ça l'argument de la FOM, c'est de dire on n'a rien touché au week-end, on n'a fait qu'ajouter. Parce qu'on a supprimé une séance d'essai libre pour ajouter une séance classante. Donc c'est leur argument vers les fans, c'est que vous aimez les qualifs, ça tombe bien. Elles sont toujours là et elles existent toujours. Donc je trouve que c'est assez habile de leur part aussi en disant on n'a rien enlevé, on a rajouté des trucs en plus. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre. Ouais, après le concept de grille inversée, surtout que j'ai l'impression qu'en fait en F1 ils veulent vraiment faire une grille complète inversée. Je suis désolé, mais mettre les deux As en première ligne, c'est juste dire allez bravo. C'est un peu comme si allez bravo les pecnos, vous êtes devant, vous allez faire 5 tours en tête, vous êtes content, vous allez montrer les sponsors et puis voilà. C'est un peu un peu ce ressenti là avec cette grille inversée qui était le cheval de bataille à un moment. Je peux vous dire que si on avait eu des grilles inversées sur toute la saison comme ça avait surgi comme ça dans certaines têtes, mon Dieu que ça aurait été dévalorisé. Hein. Faut savoir que Michael a reçu un chèque de Toto Wolff pour l'opinion qu'il est en train de dire. Donc je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, Toto Wolff, mais là, pour le coup, quand même, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, quand ils avaient parlé de grille inversée, ils avaient aussi demandé en conférence de presse à Hamilton et Vettel. Hamilton avait dit, moi, je veux pas me prononcer, et Vettel avait dit, c'est pure bullshit, donc c'était vraiment de la connerie. Hamilton avait explosé de rire en disant qu'il avait le même avis, et je pense que tous les pilotes étaient absolument contre. Alors, peut-être un top 10, ils accepteraient, parce qu'effectivement, ce serait pas non plus renvoyer une As en tête de la course et ce serait un compromis que la FOM pourrait faire, que Liberty pourrait faire. Mais si un jour ils nous pondent une grille inversée à 22 places, à 20 places, ça va être complètement. Déjà, ça va être n'importe quoi en piste et ça va être n'importe quoi dans le déroulé du week-end. Ah c'est sûr que si tu fais une course sprint, si tu fais une course sprint avec grille inversée, tu passes 30 minutes exceptionnelles parce que tu sais qu'il va se passer que des trucs pendant 30 minutes. Ça va être il y aura que de l'action. D'autres, il y a Mazepin en pôle qui veut absolument se défendre. Moi, je veux bien voir ça, mais par contre, je veux pas payer l'échec à la fin du carbone, quoi. Nikita Mazepin qui se retrouve en pole position devant Mick Schumacher et Williams, ce serait extraordinaire, hein, vraiment. Mais faites plutôt ça sur F1 2021. Amusez-vous. Russell s'est qualifié 7ème, donc il part 3ème. T'aurais une deuxième ligne, Latifi Tsunoda ou quelque chose comme ça, ou Latifi Raikkonen qui serait sympa aussi, tu vois. Ce serait infâme, mais bon, pourquoi pas, hein. Après, voilà, chacun vomit à sa porte et Ross Brawn a l'air très enthousiaste à l'idée justement de changer tout cela. Et si on suit la logique, c'est Mazepin qui aurait une pole position dans les statistiques. Non, logique. Ouais, c'est vrai que finalement, les Lewis Hamilton qui gardent donc le pneu, hein, le fameux pneu miniature qu'il remporte alors qu'il n'a même pas fait la pole, ça c'est très fort. Il va pouvoir continuer son usine de pneus miniatures Pirelli. Mais non, parce qu'il avait dit qu'il savait même pas où ils étaient. Une fois, il a demandé qu'est-ce qu'il devenait après. Et le mec lui a dit, c'est toi qui les gardes. Et il a dit, ah bon, c'est pas le cas. Donc je sais pas où ils sont ces 20 et quelques pneus. Mais là, il a peut-être pu enfin garder son premier pneu du coup. Alors que s'il est malin, ils font d'une école de karting. Parce que voilà, les Lewis Hamilton ils veulent être très impliqués justement dans la transmission et dans le côté offrir leur chance à des jeunes un peu défavorisés. Tu montes une école de karting, t'as les pneus déjà, donc c'est un bon début. 7 trains de pneus, quelque chose comme ça. Il a de quoi payer toute une saison de karting à un jeune niveau pneumatique. Il manque plus que les moteurs après, voilà, et puis ce sera une bonne chose. Mais
Mais Ross Brown, il a eu du boulot ce week-end, parce que, outre évidemment son bébé, un petit peu, qui était ses FA Sprint, ses qualifications sprint, vous appelez ça comme vous voulez, il a aussi été très grandement mis à contribution sur la présentation de la F1 2022. Alors, encore une fois, la présentation qui n'est pas une première présentation, puisque ça avait déjà été le cas en 2019, mais aujourd'hui, voilà, ils nous ont mis le prototype en piste. Elle n'a pas roulé, mais au moins, on peut voir à quoi ça donne en échelle 1, ce qui est déjà ce qui change pas mal. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Alex, justement de ces F1 2022, et on pourra évidemment parler de l'avenir du sport. C'est difficile de les juger maintenant, à part sur le plan visuel, parce que l'objectif du règlement, c'est donc de réduire la quantité de pertes d'appui lorsqu'une voiture en suit une autre, et ça, c'est difficile de juger maintenant. La FOM dit qu'ils ont fait des milliards d'heures d'essais en CFD et qu'il leur fallait 38 trillions de classeurs à plein de pages pour représenter tous les tests. Donc, pour le moment, sur le principe, évidemment, on ne peut qu'être d'accord, surtout après ce week-end à Silverstone. On a vu que c'était incroyablement difficile de suivre une autre voiture dans les virages à haute vitesse. Mais est-ce que ça va tout régler? On a vu que même en F2, c'était très difficile de suivre les autres voitures. Visuellement, ce qui paraît choquant, mais ça a aussi des incidences techniques, c'est la simplification de la voiture. On a même vu Carlos Sainz qui a dit voilà, l'aileron avant, il est assez simplifié, il m'attire pas trop. Effectivement, il est tout à fait simplifié. Il n'y a plus le bargeboard, enfin les ailettes. C'est vraiment une F1 simplifiée. Même Horner qui a dit c'est très rétro, mais c'est le but, encore une fois, de faire simplifier visuellement, parce que les ingénieurs auront moins de liberté, auront moins de capacité à faire la différence. Et la logique, alors est-ce qu'elle sera respectée, on n'en sait rien, mais la logique veut que les F1 se rapprochent en termes de performance. Est-ce que ce sera le cas? On a déjà vu des équipes comme, je crois, Alpine, qui ont dit nous, notre F1, elle risque d'être différente. Donc, visuellement, c'est pas très impressionnant, je trouve. C'est un look un peu futuriste, mais aussi un peu simple. Mais en même temps, c'est fait pour. Et de toute façon, s'il y a du beau spectacle, ces F1 seront belles. Manu? Je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien ce qu'on a été fait. Je trouve que c'est sympa. J'aime bien les formes globales du concept. Après, on rappelle que c'est effectivement une vision artistique presque de la chose, une vision en tout cas de ce qu'est le règlement dans sa plus pure étude technique. On aura forcément des choses qui vont être trouvées par les ingénieurs. De toute façon, ces gens-là savent contourner les règles, et même si c'est des anciens ingénieurs de F1 qui ont fait le règlement technique en essayant justement de penser à tout, je pense qu'il y aura quand même des choses qui vont être changées. Ils nous ont rassurés en nous montrant un modèle 3D qui était légèrement différent. J'ai vu tout à l'heure Xoans dans le chat justement qui demandait quel nez compte par rapport, parce qu'il y a un nez plus long sur le modèle qui était en piste et un nez plus court sur le modèle qui était en 3D. En fait, ce sera au choix des équipes. Ça fait partie des endroits de la voiture qui seront modifiables, ou en tout cas où le concept sera un peu ouvert. Donc, on aura quand même des choses un peu différentes. Après, effectivement, il faut qu'ils arrivent. Je pense ils font bien de garder le DRS un an de plus, parce qu'on ne sait pas à quel point ça va changer les choses. J'espère que ce sera un peu vraiment plus efficace que, comme tu dis, la F2, qui malgré une simplicité aéro montre ses limites aussi. Je pense que l'avantage, c'est que les voitures seront capables de vraiment se doubler dans les grandes courbes rapides, un peu plus longues. Je pense à des virages un peu comme, on va dire, comme peut-être pas Pouhon parce que c'est rapide à Spa, mais des choses comme ça, le 130R à Suzuka ou Spoon, des choses comme ça, vraiment des virages qui s'enroulent. Ce sera des voitures qui seront capables de prendre des trajectoires un peu différentes et de subir les turbulences d'une autre sans se faire déventer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir s'ils ont réussi. Je pense que, vu tout le travail qu'ils ont fait, ils vont forcément avoir un règlement qui sera proche de ce qu'ils veulent. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une autre voiture qui soit un peu bien plus moche que ça. Mais c'est pas ce qui comptera une fois en piste. Et puis, ce sera aussi intéressant d'avoir des voitures qui contournent le règlement et qui finalement nous donnent une F1 un peu avec 2-3 formes différentes, comme on aime bien le voir. On le voit cette année quand l'Alpine a sorti sa cheminée hyper large. C'était la grande attraction des essais de Bahreïn. On se rappelle que dans les années 90, 80, 70, c'était des F1 qui étaient hyper différentes d'un concept à l'autre. Et ça, je pense que ça manque un peu aux fans aussi de voir des F1 qui ne sont pas quasiment des copies conformes. En plus, cette année, on a quand même, ces dernières années, on a quand même des équipes qui offrent presque la moitié de leur monoplace à une autre. Donc, je pense que ça peut aider si on a finalement des concepts un peu plus éloignés les uns des autres et un retour avec peu de possibilités de faire des solutions techniques, mais qu'elles soient un peu extravagantes. Donc,
On rappelle, hein, comme tu dis, offrir la moitié de la voiture, ce serait un peu le cas avec le règlement, puisqu'on aura des pièces en open source. Donc, alors ça, il y a eu il y a eu des gens qui ont eu un petit peu une petite confusion là-dessus. Ça ne veut pas dire que toutes les équipes auront la même chose, notamment voilà, les pédales, le DRS, l'arbre de transmission, le volant, ce sera pour un peu plus tard, le système de frein, tout ce genre de choses. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde aura la même chose, mais simplement, voilà, Mercedes va concevoir par exemple son DRS, ils vont concevoir voilà, et ils vont être obligés d'uploader sur un serveur tous les dessins, toutes les choses pour dire, voilà, tout le monde peut venir piocher. Et ça permettra de limiter un petit peu les choses. Évidemment, rassurez-vous, on ne viendra, je pense, jamais à une F1 où Mercedes sera obligé d'uploader toute sa Formule 1 sur un serveur, et puis As va prendre les fichiers et en faire ce qu'ils veulent. Ça, non, évidemment, ça ne devra pas être le cas. Je pense que l'important, c'est que l'open source, ça reste sur des pièces non visibles, en fait, et que les pièces qui finalement déterminent la forme et l'apparence des voitures puissent être un peu plus libres et un peu plus différentes. Après, je vois Xoans qui dit, on a vu à Silverstone, c'est 1,5 seconde l'écart entre deux voitures pour pouvoir rouler et se suivre. Il dit déjà, si on tombe à 9 dixièmes, ce sera génial. Alors, il faut savoir que Silverstone, c'est 1,5 seconde. Mais par exemple, un circuit comme Singapour, qui a des virages assez rapides et entre les murs, c'est entre 5 et 7 secondes de turbulence que les voitures ressentent en passage d'une autre. Donc, là-dessus, normalement, si les chiffres avancés par la FOM et par Liberty sont bons, on perdra 3/4 de ces problèmes-là. Donc, normalement, les voitures pourront suivre sur un circuit comme Silverstone à une demi-seconde sans problème. Et là, normalement, avec le DRS, ce sera une... Il y a aussi un aspect, c'est la surchauffe des Pirelli, parce qu'il n'y a pas que les pertes aéro, il y a aussi des impacts sur les Pirelli de cette année qui, même renforcés, ont tendance à surchauffer encore plus avec les pressions élevées. Et ça fait aussi partie de la lettre de mission de Pirelli de l'an prochain, qui est en cohérence avec le règlement aéro, c'est-à-dire de concevoir des pneus qui soient plus robustes et qui en même temps surchauffent moins, avec une fenêtre de fonctionnement qui soit plus large. Donc c'est un ensemble réglementaire. Et je rebondis ce que tu disais, Manu, sur la différence des concepts. Moi, je suis sûr qu'à la fin, ils ne veulent pas du tout de concepts différents, parce que ça ouvre le risque qu'une équipe écrase tout. Et Ross Brown est bien placé pour le savoir, d'ailleurs. Et c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent, sans que ça soit une formule monotype, ils veulent plus de rapprochement de performance. Et on est toujours d'ailleurs dans une logique commerciale, mais c'est aussi ce que souhaitent les fans. Par ailleurs, on est ravis quand il y a 2, 3, 4 équipes qui se battent, et ils veulent plus que ça soit le produit du hasard ou de la chance comme cette année, mais que ça soit vraiment dans la logique et dans l'esprit du règlement. Donc ça forme un ensemble qui est quand même assez cohérent, mais c'est ça le paradoxe, c'est que d'ailleurs ça a été même reconnu par la FOM, c'est que là on a une année très serrée, très compétitive, où il y a 2 équipes qui se tirent la bourre. Le risque en mettant un nouveau règlement, c'est que ça a plutôt tendance à séparer les gaps de performance, et donc c'est assez paradoxal que l'année où la FOM touche enfin un but, elle décide de tout changer. Donc, alors c'est peut-être sur le long terme, et encore même pas, puisqu'on a déjà vu qu'avec le prochain moteur qui arrivera à 2025 plus 2026, il y aura aussi sûrement un nouveau châssis avec peut-être la suppression du DRS et moins de traînées. Donc, j'espère que ça se passera bien, parce que sinon on se demandera, là encore, tout ça pour ça, est-ce que c'était bien la peine de tout chambouler pour arriver à ce résultat? Un autre Alex dans le chat cette fois-ci me demande, est-ce que le gars donc de chez Aston Martin, avec Aston Martin est allé chercher chez Red Bull leur nouveau chef aéro, va faire la voiture 2022, ou est-ce qu'il y a un embargo? Imaginez une Red Bull verte avec un moteur Mercedes. De toute façon, il a été cherché après le 1er janvier, et le 1er janvier c'était la date de début de travail sur la voiture de 2022. Donc de toute façon, il arrive au mieux en cours de projet, et honnêtement, on connaît les grandes équipes. On sait qu'il y a des embargos toujours très stricts, il y a des périodes aussi où les nouveaux venus n'ont pas le droit de travailler. Hein. En général, on négocie ça. Donc Aston Martin est allé voir Red Bull. Red Bull leur a dit d'accord, il part, mais pendant 5, 6, 7 mois, il n'a pas le droit de travailler sur la voiture. Il doit attendre, en gros, de voir ce que ça donne. Dan nous dit, Franck nous dit, donc Dan Fallows, Red Bull dit pas avant 2023. C'est normal. En même temps, vous imaginez, dans ce cas-là, moi, c'est un truc, je vais voir Adrian Newey, voilà, je mets un gros paquet d'argent sur la table, il vient, et puis tout de suite, il travaille sur ma voiture. Ce serait un peu trop facile. C'était arrivé vas-y. Je disais, c'était arrivé quand Butkowski avait quitté la FIA pour bosser dans une équipe, il avait une obligation de rester 6 mois à l'écart de toute équipe. Je rebondis juste sur un truc que tu as dit, Alex, aussi, sur le fait que, justement, il y a ce nouveau règlement quand la FOM touche au but. Je pense que c'est pour ça que maintenant, ils essayent de décaler de 3 ans les cycles réglementaires châssis et moteurs, pour qu'il y ait quand même une convergence des performances moteurs, là où il y aura une libération entre guillemets des performances châssis,
et que les performances châssis aient convergé dans 3 ans quand les performances moteurs changeront, pour éviter qu'on ait un 2014 où, comme en 2014, il y a eu quand même une évolution des châssis et des tout nouveaux moteurs, et où là, ça a explosé les écarts dans le peloton et ça a fait vraiment le gros problème de la domination, enfin, le gros problème de la domination de Mercedes, en tout cas du spectacle du coup, qui était un peu en retrait. D'ailleurs, je me demande ce que tu disais sur les ingénieurs qui ne sont pas libérés au bout d'un an. Je me demande ce qu'ils font pendant un an, du coup. Paddle, badminton. Est-ce que leur dit ça, tu vas compter les carreaux dans le restaurant de l'usine? Enfin, ça va être bizarre. Ah, moi, j'imagine le gars, il est là, il travaille pendant un an chez lui et il arrive le premier jour avec des valises de dessins, de choses, d'inscriptions techniques, de machin. Et ça doit être compliqué pour les gens déjà en place à se dire oula, il est motivé le petit nouveau là, très clairement. Un auto-brainstorming de 6 mois. C'est ça, c'est le genre de truc. Imaginez laisser Adrian Newey tout seul chez lui pendant 6 mois. Alors là, je peux vous dire qu'il revient avec des palettes gigantesques, hein, bien évidemment. On ne peut qu'espérer, bien sûr, que les voitures puissent se suivre plus facilement. Je trouve aussi, c'est l'aspect un peu qui est un peu passé sous silence, positif le fait qu'elles vont un peu ralentir. Alors j'aime beaucoup le fait qu'on ait des voitures très rapides maintenant. Est-ce que vous n'estimez pas, notamment au vu de l'accident de Max Verstappen hier, on est peut-être arrivé à une limite de ces voitures par rapport au circuit sur lesquels elles roulent. Pas dans le sens où, encore une fois, on rappelle, hein, c'est toujours, la vitesse est toujours quelque chose de relatif. Évidemment, vous regardez, il y a 10-15 ans, on allait plus vite en ligne droite, ça je ne le conteste pas, mais on ne prenait pas les virages à 300 km/h comme c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, ça enlève du pilotage, parce qu'il y a des virages qui sont plus des virages et qui se passent à fond. Même le Raidillon, c'est très impressionnant, mais c'est simplement plus c'est tout simplement devenu quasiment une ligne droite, donc ça enlève cet aspect-là. Effectivement, sur la sécurité, c'est assez négatif. Et d'ailleurs, les F1 l'an prochain seront aussi plus résistantes, surtout au niveau des impacts latéraux, je crois. Et on l'a vu d'ailleurs, Verstappen, il a tapé sur le côté. Voilà, et donc il y a aussi je crois le réservoir qui a été séparé suite à l'accident de Grosjean, donc il y a aussi ces aspects sécuritaires. Effectivement, les F1 qui étaient devenues trop lentes, mais justement elles seront plus lourdes. Là où je voulais en venir, c'est que c'est peut-être aussi un aspect d'ailleurs intéressant des quali sprint, c'est qu'on a eu des F1 légères, et Leclerc a dit que c'était presque un plaidoyer pour les ravitaillements. Donc je pense qu'elles étaient sûrement trop rapides, mais elles étaient aussi trop lourdes. Et ce règlement, il règle un problème, il ne règle pas l'autre. Après, il y a le fait aussi que plus les voitures sont rapides, et plus les voitures sont rapides en virage, du moins, plus les pilotes freinent tard. Et en fait, c'était la grosse crainte du spectacle quand on a eu l'élargissement des voies et les voitures plus spectaculaires en 2017. C'était de se dire, on va freiner trop tard pour qu'il y ait des dépassements. Et ça a été le cas, en fait. Aujourd'hui, les pilotes freinent peut-être 20 ou 30 mètres plus tard qu'ils freinaient en 2016. Et ça fait que il faut être vraiment un énorme freineur pour pouvoir dépasser dans ces virages. Si les voitures vont moins vite, les pilotes freinent plus tôt. Et là, du coup, la performance au freinage d'une voiture et d'un pilote va vachement plus compter. Et on aura peut-être aussi cette augmentation des dépassements, parce que tant qu'on aura des voitures qui freinent vraiment au tout dernier moment, encore une fois, quand tu es sur un circuit ou certains angles de vue sur la réalisation, tu vois que les voitures freinent au tout dernier moment. Et effectivement, il n'y a pas de différenciateur. Tout le monde freine au panneau 50 et puis ça passe, quoi. Donc, tu peux pas... c'est pas en freinant au panneau 48 que tu vas faire la différence, alors que si tout le monde doit freiner au 100 mètres, et celui qui freinera au 95 ou au 94, il aura déjà 4 mètres de gagné par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, et il pourra passer. Donc je pense que c'est hyper important. Après, j'ai juste une question qui n'a rien à voir, mais j'ai vu dans le chat, j'y pense. On nous a demandé si le moteur de Max a résisté au choc. Ils n'en sont pas sûrs. On a dit que c'est possible, mais qu'ils vont le renvoyer au Japon pour savoir ce qu'il en est vraiment. Ouais, mais bon, après, c'est sûr que la voiture, elle a été ouverte, donc c'est un peu compliqué. Ouais, gros choc, hein, évidemment, pour Max Verstappen. On rappelle 51G, hein, bien sûr. C'est quand même assez important comme impact. Tu parlais du poids, Alex, de ces voitures. On rappelle quand même, on va aller à 790 kg l'an prochain. Nous, quand on était jeunes, ma bonne dame, elle faisait 605 kg. Ces voitures, elles étaient rapides comme l'éclair. Elles étaient vives, surtout. Là, c'est un peu plus compliqué. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on va arriver à 50 kg plus lourd qu'une IndyCar. L'IndyCar qui était vendu comme le cousin un peu pâteau, un peu lourd de la Formule 1, c'est maintenant largement nos amis américains qui ont des monoplaces plus légères. Et les Hamilton étaient premiers à s'en plaindre. Il faudrait qu'on ne les alourdisse plus, ces voitures. Ah, c'est ça. Surtout ce qui a fait scandale, c'est quand ils se sont rendus compte qu'en fait, 780 kg, c'était le poids à vide, et qu'au départ de la course, avec le carburant et le pilote, il ferait quasiment une tonne. Donc ça a été le gros scandale. Il y a putain, une F1 qui va faire quasiment une tonne. Après, bon, encore une fois, elles sont plus lourdes aussi parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité. Mine de rien, tous les renforts rajoutés et les obligations de résistance au crash test, ça pèse beaucoup de poids.
mais le prix payé pour sauver des vies, il est assez léger finalement. Bien sûr, mais après, ça reste quand même des voitures qui maintenant vont commencer à être lourdes. On va commencer à se rapprocher des prototypes quasiment du WEC à ce rythme-là, quoi. Ouais. C'est toujours assez compliqué. Tu parlais, Charles Leclerc, qui parlait peut-être un plaidoyer pour retour des ravitaillements. Ça, on vous en fera un grand prix spécial, hein, à mon avis, de cette question des retours des arrêts ravitaillements. Est-ce que c'est forcément une bonne chose? Louis qui nous demande, on sait, est-ce que les F1 2022 devraient coûter moins cher que les 2021? Bon, je pense que comme tout changement réglementaire, ça va augmenter impliquer une petite augmentation des coûts, en tout cas tout de suite. Mais Avec après, les pièces en open source, ça va peut-être limiter les augmentations, mais ce ne sera pas moins cher, je pense. Ça me paraît... Il y a la limitation des essais en soufflerie qui va aussi baisser le coût global. Donc, j'espère qu'en période de Covid, ils ne vont pas faire plus cher. Ah oui, ce serait terrible. Ça, ce serait effectivement terrible. Alors, Franck nous dit le Halo est mieux intégré. Alors, j'avoue que il y a, entre guillemets, petite déception là-dessus. On se rappelle des premiers dessins de la F1 2021, puisque ça devait être pour cette année, bien entendu. Ce Halo super agressif, super changé. Et puis, finalement, ils nous pondent le même, globalement, que celui qu'on a actuellement. Je me demande s'ils n'ont pas essayé de faire plus esthétique, mais que ça ne rentrait pas dans les tests de résistance, vu le poids que doit faire le Halo. Je pense qu'ils ont du mal à le faire plus fin ou plus profilé, on va dire. À un moment donné, ça reste un élément de sécurité, hein, les amis, ça reste un élément qui est là quand même pour protéger la tête du pilote. Si vous le changez d'une certaine manière et que la protection est moindre, forcément, je pense qu'on ne va pas le faire tout à fait. Mais en tout cas, on a hâte, je pense qu'on est d'accord là-dessus, de voir ces F1 2022. Il va falloir attendre encore les essais d'intersaison. Hein. Ça, malheureusement, il va falloir être très patient encore, mais on attend. En live, évidemment. Bien sûr, ils nous ont déjà. Ça va être quoi, 2 fois 3 jours, 2 fois 4 jours, peut-être 2 fois 3 jours, ce coup-ci. Ah, 2 fois 3 jours, oui, bon, on fera une des 2 séances, ce sera déjà pas mal. on fera la première, celle où on découvrira un petit peu tout le monde. Mais sinon, ouais, ça va être un peu long, bien sûr, mais ça va être un grand succès sur Next Gen, et on a hâte, évidemment, de vous reproposer ça l'année prochaine, avec donc ces nouvelles Formule 1 que l'on découvrira, messieurs. Je pense que, on a fait un joli tour de ce qui s'est passé ce week-end. On rappelle évidemment Lewis Hamilton qui remporte son 8e Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, devant Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Et avec Max Verstappen qui a regardé tout cela à la télévision, malheureusement, à l'hôpital. Voilà, il y a un petit encart. Bon, il a été pas très content, évidemment, de voir toute cette célébration de la part de Lewis Hamilton. On se retrouve, évidemment, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Grand Prix. Là, on pourra revenir un petit peu plus sur les news, sur les choses, et peut-être aussi sur des performances de ce week-end de Silverstone qui se seraient un petit peu passées plus sous le radar. Et bien sûr, le prochain Grand Prix, ce sera dans 2 semaines sur le Hungaroring, donc en Hongrie. Peut-être, c'est la première fois que Lewis Hamilton pourrait remporter son 100e Grand Prix en Formule 1. Ce sera sa première tentative en tout cas. Là aussi, ce serait un énorme moment, évidemment, le jour où ça va arriver, parce qu'on ne va pas se le cacher. Je pense pouvoir vous le dire, ça devrait arriver. Sans doute cette saison aussi. À mon avis, on vivra la 100e victoire de Lewis Hamilton d'ici quelques semaines. Bien sûr, si vous voulez aussi en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé ce week-end dans le reste du monde des sports mécaniques, n'hésitez pas à venir nous voir jeudi à partir de 20h30 hors taxe à peu près pour le Racing Café, votre émission qui parle de sport mécanique. Si vous avez raté le début de cette émission, n'hésitez pas à aller demain sur YouTube et sur NextGen et également sur les plateformes de podcast audio, puisque le replay sera bien sûr disponible. Merci beaucoup Manu, comme d'habitude, ça a été un grand plaisir de t'avoir avec nous. Et puis merci Alexandre, un grand plaisir. J'espère que pour ta première, tu as été satisfait. Oui, merci à vous, c'était à la fois plaisant et à la fois étrange. Je dirais, c'est à moi de parler. Et d'habitude, il parle tout seul et je l'écoute et tout se passe bien. Voilà, c'était un grand plaisir et je pense qu'on a tous pris plaisir à parler avec une actu qui était aussi servie sur un plateau avec cet accrochage. Et oui, effectivement, et t'inquiète pas, c'est un plaisir absolument partagé et tu reviens quand tu veux dans le Grand Prix. On espère se retrouver de temps en temps aussi à 4 avec l'ami Franck qui nous a regardé tapis dans l'ombre, mais qu'on retrouvera très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode de Grand Prix. Je vous rappelle évidemment, donc jeudi 20h30 le Racing Café, lundi prochain 20h30 aussi, la nouvelle de Grand Prix, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir.